Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui on accueille Laurent, un de nos premiers supporters. Je pense qu'il a commenté tous nos podcasts, tous nos épisodes. J'essaye. Fervent fan de l'émission. Merci. À qui je vais demander d'abord de se présenter parce qu'au final, à part en commentaire, on ne te connaît pas trop. Oui, déjà je vous remercie d'invitation. Je suis effectivement, j'aime beaucoup l'émission Les Fameux, les podcasts, les vidéos. J'apprécie beaucoup votre bienveillance, votre professionnalisme, votre sympathie. Donc je suis très content d'être là. Voilà. Après, moi je m'appelle Laurent. J'ai 44 ans. Je suis cisteronné et je suis une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est que je suis enseignant de karaté, d'arts martiaux. Voilà, et puis voilà, en gros, dans les grandes lignes. Voilà. Du coup, ça s'appelle quoi? Karaté 04, d'où le t-shirt? Voilà, c'est le nom de mon club, c'est Shotokan Karaté 04. Shotokan, c'est le style. Karaté 04 c'est pour le département, parce que je suis basé sur Pépin, et avant, le club était basé sur Sisteron. Donc, comme on est, on va dire, on peut changer de ville, on a préféré mettre dans l'intitulé du nom de l'association 04, plutôt qu'une ville précise. Comme ça, vous pouvez fusionner dans tout le département. C'est ça. Voilà. Okay. Et sinon, j'ai été enseignant pendant plusieurs années d'anglais. Là, il se trouve que depuis 2 ans, j'ai changé de métier. Je m'occupe d'une association sur Pépin, qui est une association culturelle, qui s'appelle l'Université du Temps Libre. Et je m'en occupe, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est secrétariat, gestion, et voilà, création de conférences, mise en place de conférences, d'intervenants. Voilà. Et donc, ça, du coup, c'est quoi? C'est du bénévolat? Non, c'est professionnel. Ok. Voilà, au sein de l'association. Exactement, je suis le seul salarié de l'association, qui existe depuis longtemps. Elle existe depuis, on va dire, pratiquement 20 ans, il me semble. Mais j'ai rejoint l'association en 2023. Donc j'ai fait pendant une année à cheval, j'enseignais à mi-temps et l'association. Et puis finalement, ça me demandait trop de travail. Donc j'ai décidé en 2023 d'arrêter l'enseignement. Avec toute l'affection que j'ai pour ce travail, qui reste le plus beau métier du monde, quoi, j'en suis conscient. Mais pour des raisons pratiques, c'était plus pratique pour moi de m'occuper que de l'association. Donc je continue d'enseigner au sein de l'association. Toujours l'anglais? L'anglais, voilà. Et j'ai enseigné donc l'anglais et le français lorsque j'étais enseignant. Voilà, j'ai enseigné un petit peu partout. J'ai enseigné notamment sur Digne, et puis à Manosque, à Fort-Calquier, à Riez, à Sainte-Tulle, à Gap. C'est quoi, du coup, un peu des lycées généraux, lycées pro? Franchement, j'ai une expérience assez particulière un peu partout. Ouais. J'ai même enseigné un petit peu à la fac, l'anglais. J'ai enseigné en collège, en lycée, public, privé, sous contrat. Voilà, un petit peu partout. Ouais, t'as testé un petit peu toutes les sphères de l'enseignement. Oui. Avec la base de l'anglais toujours. C'est ça, l'anglais. Un peu toutes les formes, toutes les structures possibles dans l'éducation. C'est ça. Donc, c'est un métier que j'ai quitté avec un pincement au cœur, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Et que je continuerai à protéger, même si je ne l'exerce plus en l'état. C'est un métier pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et... La porte est totalement fermée? Non, absolument pas. Je pense pas. J'espère pas. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais voilà, là pour des raisons pratiques, j'étais sur place. Voilà, ça me plaît beaucoup. C'est plus varié. Et puis ça me permet d'avoir plus de temps pour mon association de karaté justement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. C'est un choix de raison. C'est pas un choix de passion, ça c'est clair. Mais c'est un choix de raison qui est très plaisant. Je vais pas mentir. Ça me plaît beaucoup, ce que je fais aussi. Et du coup, cette association, son but de cette association, c'est quoi exactement? Alors c'est d'apporter la culture au maximum de personnes possible. Okay. Donc au niveau de ce que l'on propose, on propose beaucoup de choses. On propose des cours de langue, donc notamment l'anglais, l'italien, le japonais, depuis plusieurs années. Là, à la rentrée, on a rajouté de l'allemand et de l'espagnol. D'accord. On propose après des cours, c'est très varié, ça va de l'œnologie à la naturopathie, au tai chi, qigong, la vannerie, la poterie, voilà, c'est très varié, on propose beaucoup de choses.
Ok. Et donc notre public, majoritairement, ce sont des personnes généralement retraitées, Ok. qui ont du temps, parce que c'est l'université du temps libre, comme le nom l'indique. Majoritairement féminin aussi, le public. Ok. Mais voilà, on propose, donc il y a une adhésion, et puis après, on choisit les cours que l'on suit. Et c'est rendre plusieurs activités à la portée voilà, d'un public quand même rural, parfois isolé. Donc le but de l'association, c'est ça. Ok. C'est apporter des connaissances, mettre à disposition ces cours-là et en même temps rencontrer les gens, faire rencontrer les gens. C'est pour ça que c'est très riche, parce qu'on a affaire à des gens qui sont en demande, qui souhaitent progresser, apprendre dans divers domaines, et puis les intervenants sont des personnes exceptionnelles aussi. Donc c'est un très beau métier, c'est très riche. Donc voilà, j'apprécie beaucoup de le faire. Si demain, moi, je souhaite intégrer l'asso, du coup, c'est combien la cotisation? Et après, comment ça se passe? C'est quoi, un créneau par semaine? Ben, ça dépend des cours. En fait, l'UTL, il y a une cotisation, une adhésion qui est à 35 € pour l'année. Et ensuite, ça dépend des cours. On a des cours qui, par exemple, sont donnés mensuellement. Donc ça va être un samedi par mois, un lundi par mois. 35 € annuel? Ouais, alors après, les cours sont payants. Parce qu'il faut qu'on paye les intervenants. Donc ça, ok, c'est une cotisation C'est annuelle. ça. Par exemple, moi, pour l'anglais, ça va être 35 € d'adhésion pour l'année. Et ensuite, le cours coûte 198 € à l'année. Pour une formation sur 33 heures. Ok, donc ça fait à peu près 235 € pour l'année. À peu près, c'est ça. Ça fait à peu près 6 € de l'heure de cours suivi. Donc, rapporté à une heure, c'est assez bas. Nous, en fait, c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Mais il faut qu'on puisse payer les intervenants. Donc l'idée, c'est ça. Payer les intervenants, payer le matériel, la location des salles, mon salaire, éventuellement. Oui, les frais de fonctionnement. Voilà, les frais de fonctionnement. Mais après, voilà, on fait des assemblées générales une fois par an, avec un équilibre des comptes, des prévisionnels équilibrés. Du coup, toi, tu gères toute la partie un petit peu quoi, compta. Alors la partie compta, tu coordonnes un petit peu tout ça. C'est ça. En fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de coordonner tout ça. Donc, c'est-à-dire les apprenants, les élèves, les professeurs, la gestion. Donc, tout ce qui est la compta, je m'y suis mis avec 0 expérience, mais en fait, en apprenant sur le tas, je m'y suis mis, puis ça se passe très bien. Et puis gérer, parfois proposer aussi des extras. Donc on a des extras, on fait des journées en avril, par exemple on a fait une journée bien-être là en avril 2025. En avril 2024 on avait fait une journée autour de l'Asie, donc avec que des intervenants qui parlaient de l'Asie. Okay. Chine, Japon, voilà, de la calligraphie, le karaté. On propose aussi en janvier une dictée qu'on appelle la dictée de l'épiphanie, qui se fait avec une plume, au porte-plume, voilà, l'ancienne. Et après on propose des conférences qui sont selon les propositions que l'on a. Alors on fait fonctionner les forces en présence, c'est-à-dire qu'on a dans notre département et même dans notre bassin cisteronné énormément de personnes qui sont très compétentes. Donc on les fait intervenir sur des conférences. Ça va être par exemple, là on a une conférence le 13 septembre sur la chapelle de Pépin. Donc histoire de la chapelle de Pépin. Du coup c'est toi qui sélectionnes les intervenants? Alors non, je suis pas tout seul parce qu'en fait comme on est une association loi 1901, j'ai énormément de bénévoles qui travaillent avec moi. Nous on fonctionne sur le principe d'une collégiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trésorier, secrétaire, président. Okay. Tout le monde a un peu le rôle de tout. Exactement. Et donc au sein de la collégiale, on a une commission qui s'occupe des événements. On a une commission qui s'occupe du recrutement. Après moi j'ai vision un peu sur tout et je donne mon avis, mais ce sont des commissions avec des bénévoles qui peuvent qui interviennent et qui sélectionnent. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut à moyen terme s'étendre au-delà des langues? Oui, on a vraiment de tout. Là les conférences, on a eu notamment une conférence sur le chamanisme l'année dernière, on a fait une conférence à Vologne sur l'histoire de la folie. Là on a de l'histoire de l'art à la rentrée. Vraiment, c'est culturel au sens large. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout. On a eu une conférence sur la médecine chinoise traditionnelle. Voilà, c'est très. Vous êtes ouvert un peu à toute proposition. Oui, tout à fait. Ensuite, les gens se proposent à nous, ou alors parfois on va les chercher, ou parfois au biais des rencontres. Voilà, on rencontre quelqu'un qui me dit moi je suis spécialiste dans l'art iranien. Super. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose? Et puis il faut évidemment qu'on ait
qu'on soit assuré d'avoir un public minimum pour pouvoir rentrer dans nos frais. Comment vous faites un petit peu pour ça? On fait une inscription. Voilà, on propose une inscription. Après, par exemple, les conférences, elles sont gratuites pour les adhérents depuis cette année. D'accord. Ça, c'est une nouveauté sur laquelle j'ai beaucoup insisté. Je pense qu'il faut donner du sens à l'adhésion. C'est-à-dire que les gens, ils s'adhèrent, ok, ils peuvent participer au cours, mais après, il faut qu'il y ait un sens à ça. C'est un bon plus, quoi. Exactement. Il faut qu'il y ait quand même un sentiment de cohésion. De se dire, je suis adhérent, donc je peux participer à cette conférence, elle m'intéresse. Donc j'y vais. Sentiment d'appartenance un peu. Exactement. En sachant que du coup, les conférences sont ouvertes aussi au public qui sont pas adhérents. Exactement. Contrairement aux cours qui, eux, sont disponibles qu'aux adhérents. C'est ça. Après, on a certains cours, par exemple les cours mensuels, on peut y participer comme ça. Par exemple, il y a un cours mensuel de calligraphie japonaise. Okay. Je suis pas adhérent, j'ai envie d'y aller. Le coût sera un peu plus élevé que si j'étais adhérent. Okay. Mais je peux y aller comme ça. Okay. Je me dis, tiens, au mois de février, j'ai envie de faire une découverte de la calligraphie japonaise. C'est samedi matin, ça dure 3 heures. Pas de souci, j'y vais. Donc il faut me prévenir avant, que je prévienne le professeur, l'intervenant. Et puis voilà. Mais on est très ouvert là-dessus. Ensuite, même au niveau de l'adhésion à l'UTL, on peut avoir des facilités de paiement. Parce qu'on a un public qui parfois a des difficultés. Hein. Je veux dire, les personnes âgées, c'est pas forcément les personnes les plus aisées. Donc on propose des solutions de paiement différé, de réduction s'il y a une non-imposition par exemple. Et l'idée c'est vraiment de rendre la culture accessible à tous. Okay. Voilà. Sans se mettre en danger financièrement, puisque l'association elle a quand même, je trouve, une mission qui est belle. Donc il faut maintenir cette association autant que possible. Mais en tout cas, il faut protéger et valoriser nos adhérents. Voilà. Vous avez un site internet? Oui. C'est UTL Durance Provence sur Google. Bon, on le mettra en description. Et on a une page Facebook. Voilà. Je remercie Jean-Philippe qui s'occupe du site internet, qui fait partie des je pense qu'il regardera la vidéo, donc Jean-Philippe, si tu regardes la vidéo, merci. Qui s'occupe du site internet, qui est un de nos bénévoles. Voilà, qui fait un travail formidable. Et tout le monde fait un travail formidable, mais Jean-Philippe particulièrement sur le site internet. Donc voilà, on a un site internet, une page Facebook, un bureau qui est ouvert tous les matins, 8h30, 11h30 à Pépin, à côté de la salle des fêtes. Voilà, donc c'est moi qui y suis tous les matins. Du coup, vous avez quoi, une surface avec plusieurs salles? Oui, alors ça c'est la mairie de Pépin qui nous met à disposition. Alors la mairie de Pépin et d'autres mairies. Nos cours sont centrés plus sur Pépin, mais on a des cours, on a eu des cours à Volonne, à Saint-Auban, à Sisteron, à Vaumeil. Voilà, donc là c'est les mairies qui nous mettent des salles à disposition. Là en l'occurrence 90% des cours ont lieu à Pépin, donc on a une salle un petit peu qui est la salle de l'UTL. Et ensuite au-dessus de la salle des fêtes de Pépin, si vous connaissez un petit peu, il y a des bureaux, des salles, donc là on a des cours ici. Voilà. Quel est le cours qui marche le mieux? Les langues. Mais les langues, c'est quoi, plus l'anglais? Je veux dire l'anglais, voilà. Moi mon cours marche très très bien, j'ai 3 niveaux. Ça va de l'anglais débutant au bilingue qui a travaillé toute sa vie. Ça représente combien d'élèves? Une petite trentaine. Quand même. Sur les 3 niveaux ou pas? Oui, sur les 3 niveaux. C'est quand même déjà pas mal. On considère qu'un cours, il permet d'autogérer l'association à partir de 6-8 élèves. Ok. Voilà. Donc dans l'idéal, on va dire 6-8 élèves, c'est très bien. En particulier pour les langues, pour pouvoir reparler, échanger, ça c'est bien. Après parfois c'est plus, parfois c'est moins, alors on fait l'effort. Si on met pas l'association en danger financièrement, on fait l'effort. C'est quoi les petits tips que tu peux apporter aux élèves? Parce que souvent les langues, les blocages qu'ils peuvent avoir, ça peut être la prise de parole, le fait de pas oser, surtout pour les débutants. Complètement. Et surtout chez les adultes. Parce que les enfants, ils ont cette espèce de faculté à parler, à faire l'effort, à pas avoir peur du ridicule. Alors que les adultes, eux, pas du tout. Donc parfois on a certains adultes qui arrivent et qui sont complètement bloqués, qui osent pas parler. Alors tout ce que je dis, c'est parallèle avec le karaté. Moi j'ai énormément pris de mon expérience d'enseignant pour l'apporter au karaté, et j'ai énormément pris du karaté pour l'apporter dans mon expérience d'enseignant.
C'est très transversal. Sans le karaté ou même les sports de combat de manière générale, on dit que c'est un enseignement de la vie. Hein. Oui. Quand on parlera du karaté, je pense qu'on va parler de ça. Mais effectivement, par exemple, au niveau des langues, moi, le conseil numéro 1, c'est oser. En fait, oser, parce que par exemple, en anglais, les débutants, ça n'existe pas. J'ai un niveau débutant, et il y a des gens qui m'appellent, qui me disent moi, j'ai jamais fait d'anglais, je parle pas anglais, je leur dis c'est faux. Et ça veut dire, est-ce que par exemple, pour une personne qui est vraiment peut-être introvertie, qui a du mal, t'arrives comment à démêler parce que souvent c'est juste une petite barrière puis après ça y va mais je pense que c'est l'ambiance aussi du groupe qui fait. Faut se montrer bienveillant, puis faut le dire tout de suite. Moi je le dis au premier cours chaque année. Vous n'êtes pas à l'école. Vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas un bulletin. Exactement. Et puis tout le monde a envie d'être là. C'est ça. Et puis je leur dis alors je le disais également quand j'enseignais en collège et en lycée. Je leur disais moi le seul interdit, c'est de juger la personne qui parle. Ça, c'est interdit. Parce que la personne, elle fait l'effort, elle parle avec ses moyens, et c'est comme ça qu'elle progressera. Donc, c'est la même chose pour les adultes. Parler, oser, et en fait, c'est là où on se rend compte, parce que souvent, vous avez peut-être entendu des gens vous dire « Ah, je parle pas bien anglais, mais pourtant, quand je vais en voyage, je me débrouille. » Oui, mais parce qu'en voyage, on n'a pas l'interdit. On ose, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, il faut que ce soit pareil au cours. Il faut oser, il faut parler. Et puis, à ce moment-là, ça vient. Et on se rend compte que, non, on n'a pas un niveau 0. Absolument pas. On a même un niveau parfois très surprenant. Et c'est là-dessus où je suis tout à fait... j'invite à ça. À la libération, à oser prendre la parole. Et je pense que c'est la règle numéro 1 des cours de langue. Après, même des cours en général au final. Parce que quand tu as une bonne ambiance... moi, je sais que quand je donne des cours, pourtant c'est des cours d'ergonomie, des fois j'ai des élèves qui bloquent, qui veulent pas passer devant les autres, qui veulent pas toucher les autres, alors que ils vont dans leur boulot manipuler des personnes toute la journée. Et souvent, c'est vrai que le fait de rappeler qu'il n'y a pas de jugement, que s'il y en a un qui se permet de juger, par contre, je le rate pas, et de mettre cette ambiance un petit peu bon enfant et en mode on est tous là pour progresser, tout le monde a envie d'être là. Franchement, vas-y, puis au plus tu te trompes, au plus je vais avoir des choses à dire pour aider tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que je retombe là-dessus et oui, ça aide vachement, pour moi, quel que soit dans les langues et quel que soit l'enseignement. Je pense que c'est transversal, effectivement. Je parle des langues parce que c'est le seul domaine de compétence dans lequel pour lequel je peux donner mon avis, mais c'est vrai que là-dessus, ça marche. Ça marche toujours. Pour certaines personnes, c'est plus long que d'autres. Certaines personnes osent pas. Bon, ça vient. Parce qu'en fait, après, c'est un travail de fond. Tout à fait. Et puis il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps aux gens, en fait. Puis au bout d'un moment, ils se libèrent, ils osent. Et puis voilà. Mais c'est vrai que les langues, elles sont vivantes. Donc c'est fait pour être parlé, c'est fait pour être vivant. Je parle des langues, encore une fois. Ouais, mais bien sûr. On parle bien de langues vivantes. Et tout à l'heure, on parlait de voyage. Est-ce qu'au sein de l'association, vous avez déjà pensé à faire des événements à l'étranger ? Alors on en a très régulièrement. Alors moi, si mes élèves me regardent, ils vont rire parce que ça fait plusieurs années que j'essaie de mettre en place un voyage en Écosse, mais je manque de temps. Stylé. Voilà, parce que l'Écosse c'est un de mes pays de cœur. Okay. Voilà, j'y suis allé, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et donc je souhaiterais mettre en place un voyage en Écosse, mais on propose avec l'UTL chaque année un voyage au Japon. Donc là, il aura lieu en octobre. Il est complet pour cette année. Hein, donc voilà. Mais puisqu'on a un intervenant japonais qui s'appelle Sébastien, qui est quelqu'un d'extra, avec son épouse qui est japonaise, Atsuko. Et donc on propose chaque année, quand c'est possible, un voyage de 15 jours au Japon. Donc c'est l'UTL qui s'en occupe. Donc en mode voyage organisé. Oui, avec Sébastien Atsuko qui est en accompagnant. C'est un circuit. Oui, le but, c'est pas forcément d'y aller pour parler japonais. Après, là-bas... c'est plus en tant que touriste. Voilà, découvrir. Après, comme on propose des cours de japonais, ça permet de faire le lien. Parce qu'on a beaucoup de... Le Japon est assez présent à l'UTL. On a des cours de japonais et des cours de calligraphie japonaise. Donc, voilà. Moi-même, je suis les cours de japonais de l'UTL, en tant qu'élève, puisque c'est lié à mon activité de karaté. Je pense que la culture et le karaté, c'est inséparable. Et puis je suis allé au Japon dernièrement, donc ça m'a beaucoup servi d'avoir étudié un peu le japonais.
D'abord de manière autodidacte pendant plusieurs années, et puis là cette année j'ai vraiment sauté le pas, j'ai dit non, j'ai besoin d'être réellement formé. Alors je suis arrivé avec tous mes défauts, parce que quand on est autodidacte, forcément on prend des défauts. Mais bon voilà, en tout cas donc le Japon est présent au sein de l'UTL, et le voyage il est en lien un petit peu avec ce qu'on propose. Voilà, une ouverture culturelle. Donc pour le moment il y a tous les ans des voyages au Japon, Oui. Et après le but c'est de faire un petit peu dans d'autres pays. C'est ça, l'Écosse. L'Écosse. Voilà, moi j'aimerais beaucoup. L'Écosse ou l'Irlande, on va dire. Ou l'Angleterre, mais en tout cas les îles britanniques au sens large. À voir si un jour j'aurai le temps de le faire, parce que je manque un peu de temps. Entre le travail, le karaté, voilà, la vie de famille bien sûr. Donc je manque un peu de temps pour réaliser tout ça. Mais un jour pourquoi pas. À tous les deux qui êtes enseignants, même si vous enseignez des choses différentes, est-ce que vous pouvez essayer de citer 3 piliers de l'enseignement? Tu vois, il y a pas très longtemps, on a eu par exemple, tu vois, la sexologue, ce que je veux dire. Alors je vois pas où tu veux aller, mais vas-y. L'amour, c'est les 3. Ce qu'on a la discussion qu'on avait. Affection, attirance et Affection, attirance, admiration. Et admiration. Est-ce que à vous deux, vous arrivez à faire un petit panel de 3 lettres. Ouais, je dirais moi, franchement le premier pilier, la bienveillance. Ouais. C'est celui que je dis toujours en premier aussi. Pour moi, si t'es bienveillant avec quelqu'un, tu peux l'amener quelque part, tu peux l'amener plus loin que là où il est quand il arrive. Je ne supporte pas la pédagogie restrictive et cassante. Il y en a qui utilisent cette pédagogie-là. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Je supporte pas ça. Je trouve que casser quelqu'un, lui dire que c'est une merde pour le pousser, pour qu'il se développe, ça marche avec certaines personnes, mais ça marche avec très peu de personnes. Ça marche avec des profils très particuliers, qui ont beaucoup d'ego, qui ont besoin d'être cassés pour montrer oui, peut-être si tu coaches potentiellement des sportifs de haut niveau, ce genre de choses. C'est exactement le profil que j'allais dire. Tu prends une personne compétitive qui veut aller au meilleur de son niveau, ça va être un accompagnement pédagogique adapté à cette personne. Mais pour moi, des personnes qui utilisent cette technique-là de pédagogie pour une classe ou pour un groupe, c'est absolument contre-productif parce que potentiellement tu vas en amener un à son meilleur niveau, mais tu vas défoncer tous les autres et tu vas dégoûter tous les autres. Donc je pense que moi le premier pilier serait la bienveillance. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Gaëtan. Pour moi c'est même le pilier, c'est vraiment le pilier primordial. C'est être bienveillant, justement ne pas être cassant, accompagner, et être bienveillant même dans l'adversité. Parfois on a des élèves qui la rejettent cette bienveillance. Mais je pense qu'il faut continuer. Il faut pas lâcher, il faut les avoir à l'usure. En fait, la bienveillance, à un moment donné, elle a un effet positif. Ah, elle payera toujours. Elle payera toujours. C'est comme le travail, ça paye toujours. Et pour moi, c'est vraiment le pilier primordial au niveau de l'enseignement. Et toujours être bienveillant, même quand on ne nous le rend pas. Ça, c'est quelque chose que je maintiens en tant qu'enseignant et en particulier au karaté. Parfois, on tombe sur de la malveillance, mais il faut répondre par la bienveillance. Parce que ça agit. Ça agit, et puis pour soi aussi. Je veux dire... pour la paix intérieure. C'est ça, et puis il faut pas trahir qui on est. Et puis, par rapport justement au karaté, je fais un petit peu le lien, mais on a cette vision en Occident du karaté dur d'Asie et du Japon. Et par expérience, c'est pas vrai. Les professeurs japonais, ils ont tout le temps le sourire aux lèvres, ils sont tout le temps bienveillants, ils sont tout le temps contents d'être là. Ils prennent le temps de faire des photos quand c'est des grands maîtres, 1 heure après l'entraînement, enfin pendant 1 heure, une fois que l'entraînement est terminé. Et ils ont le sourire de la première à la dernière photo, alors qu'ils ont autre chose à faire, et qu'ils sont pas là pour faire des photos. Mais en fait, la bienveillance, elle est primordiale dans cet enseignement. Et moi, c'est quelque chose que parfois on réussit, parfois moins, hein, parce que... On reste humain. Exactement. Donc avec nos failles, avec nos fatigues, avec des mauvaises nuits, avec des états d'âme. Mais
il faut se le rappeler, je pense. Voilà, donc au niveau de ce pilier-là, je suis tout à fait d'accord. Deuxième pilier, je sais pas Gaëtan ce que tu en penses, mais pour moi c'est la compétence. C'est qu'un enseignant doit être compétent. Et c'est un travail, ça se fait pas au hasard. Et par exemple, si on doit dans l'enseignement faire preuve d'autorité, c'est la compétence qui donne l'autorité. C'est pas l'attitude. Quand on a face à nous quelqu'un qui est compétent, il est de facto autoritaire, pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qu'en fait on l'écoute, parce qu'on sait qu'il est compétent. Et donc la compétence pour moi c'est le deuxième pilier, presque aussi primordial que le premier. Mais quand on propose quelque chose, il faut le faire avec compétence. C'est un travail. La passion, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que la passion, elle change, elle s'amenuise, elle va, elle vient, elle est fluctuante. La compétence, une fois qu'on l'a, et qu'on la travaille, qu'on se forme, qu'on apprend, qu'on continue d'apprendre, elle est également primordiale. Je suis assez d'accord, et je rebondirais même dessus avec être honnête avec soi-même et accepter de dire qu'on n'est pas compétent quand on nous pose une question sur un domaine où on l'est pas. Ou dans notre domaine, mais à un niveau qu'on n'a pas encore. Et admettre, je pense que savoir admettre que à l'instant T, j'ai pas l'info, j'ai pas la compétence de te montrer, je sais pas faire, mais je vais tout faire pour, au prochain cours, avoir acquis cette compétence si c'est possible, ou à la poste avoir trouvé l'info parce que ta question est totalement pertinente. Je pense que ça montre aussi une honnêteté et ça donne de facto aussi cette autorité-là de se dire le mec en face, il essaie pas de me baratiner, quoi. Ce qu'il sait faire, il le fait. Ce qu'il sait dire, ce qu'il sait, il le dit. Ce qu'il sait pas, s'il sait pas, il se renseigne avant de le dire. Et ça, je trouve que, justement, ça assoit la compétence, et je suis entièrement d'accord avec toi sur le deuxième pilier, où vraiment, si t'es bienveillant avec compétence et que t'essaies pas de baratiner les gens, en fait, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Parce que je pense que enseigner, c'est quand on dit enseigner, c'est apprendre une deuxième fois. Ouais. Alors quand on enseigne tous les jours, on continue d'apprendre en fait, en réalité. Tout à fait. Et puis, moi je sais que au karaté, quand j'enseigne le karaté, c'est quelque chose que je mets en avant beaucoup. C'est que parfois je ne sais pas, ou je suis pas sûr, ou je me trompe, en toute honnêteté. Ça m'est arrivé récemment d'ailleurs, où on travaillait sur un kata de karaté, et je me suis trompé. Sur un mouvement, je me suis trompé parce que il y a deux katas qui sont très proches, et dans une séquence proche, dans un des katas, on avance d'un pas, et dans l'autre, non. Et j'ai confondu les deux. Parce que je passe d'un kata à l'autre avec les groupes de niveau, etc., et j'ai confondu les deux. Et un de mes élèves, le soir, m'a fait un petit mail et m'a dit, écoute, j'ai vérifié sur un bouquin, et je pense qu'on s'est trompé. Alors, je lui ai dit oui, je me suis trompé, parce que moi aussi j'ai vérifié en rentrant. Je lui ai dit, je me suis trompé, donc j'ai fait un mail rectificatif pour tout le monde. Puis le cours d'après, je l'ai dit, et surtout j'ai remercié les personnes qui m'ont fait remarquer mon erreur, puisque ça me fait progresser en fait. Tout à fait. Et donc je les ai remerciés en disant merci de me permettre de progresser. Parce que on progresse aussi, je veux dire, je suis pas le sachant et les personnes autour de moi, les apprenants, et ce rôle il est pas acté, il est pas gravé dans le marbre. Je continue d'apprendre, je me trompe, et admettre ses erreurs. La pire des choses, c'est de refuser ça. Et de dire non, je vous ai montré ça, donc c'est ça la vérité. Ça, c'est pour moi la pire des erreurs. Je suis totalement d'accord. Donc, et ça te permet vraiment d'évoluer. Moi, je vois, mais rien que... Et même pas forcément avec des gens qui en face ont vu l'erreur, mais qui ont mis en avant certaines difficultés ou certaines incompréhensions. Je sais que moi, les cours ça fait 6 ans que je donne des cours, le cours que je donnais il y a 6 ans et le cours que je donne aujourd'hui n'est plus le même, et le cours que je donnerai l'année prochaine sera encore différent, etc. Parce que, à force de corriger détail par détail sur des retours des élèves, etc., en acceptant, et puis des fois en disant, effectivement, je vous ai montré ça, au final,
ça marche pas si bien. Donc je vais travailler pour le corriger, pour améliorer le truc. Et la base reste totalement la même, mais le cours lui-même n'est plus du tout le même. Et oui, et puis on évolue, on apprend, et puis parfois on évite les chemins de traverse en fait. Tout à fait. On va à l'essentiel parce avec l'expérience. Et d'ailleurs, pour moi, le troisième pilier aussi, c'est la différenciation de l'enseignement. Ouais. Moi j'aurais dit l'adaptabilité, mais du Ouais, coup c'est la même, ça retombe sur la même chose. Ouais. C'est s'adapter à son public, différencier son public, savoir que ce qui marche avec l'un ne marchera pas forcément avec l'autre. Totalement. Et pas avoir peur d'essayer et de se tromper, hein, parce que moi il y a des cours, notamment quand j'enseignais en collège, où c'est un public particulier, où je rentrais à la maison et je me disais aujourd'hui j'ai été pas bon. Enfin, je m'aurais eu, j'aurais été mon élève aujourd'hui, j'aurais pas apprécié le cours. Donc qu'est-ce que je peux modifier? Et puis bon, encore une fois, on reste des êtres humains, donc il y a des jours, voilà, une mauvaise nuit. On peut pas être parfait tout le temps, mais je trouve que ce qui est super important, c'est la réaction que tu as derrière. Ouais. Pour moi, tu peux être mauvais une fois, mais derrière, c'est est-ce que je suis mauvais et je remets la faute sur les élèves parce qu'ils étaient insupportables, ou est-ce que j'ai été mauvais et je remets la faute sur moi en me disant qu'est-ce qui a fait que le cours s'est mal passé. Et c'est vrai que moi, les fois où ça arrive, parce que moi aussi, des fois, il y a des cours qui sont pas forcément ce que je voulais. Déjà, le cours se passe jamais comme tu le prévois. Enfin, je pense que c'est pareil. J'ai arrêté de faire des trames précises parce que tu fais jamais, tu t'adaptes à ce que les gens veulent. Et mais du coup, il y a eu des cours où je suis sorti. Aujourd'hui, j'ai ramé, j'ai galéré, j'ai pas apporté ce que je voulais. Et puis en fait, après derrière, de se remettre en disant là, j'ai fait telle action, là j'ai dit telle chose. La prochaine fois, j'essaierai de tourner la phrase différemment pour voir comment ça adhérait. Et en même temps, tu as des groupes où tu vas dire la même phrase, tu as des groupes et des élèves où ça va partir au quart de tour et ça va rouler nickel. Et puis il y en a, tu vas leur dire la même phrase, tu vas la reformuler 15 fois parce que ça passe pas. Et ils vont bloquer sur un truc que les autres groupes bloquent pas. Et un autre groupe, le truc qui bloque d'habitude, ça va rouler tout seul. Et par contre, le truc qui passe tout seul d'habitude, là, ils vont bloquer. Ouais. Et, complètement. Ouais. Et en même temps, moi perso, c'est ce que je kiffe. c'est un peu maso, mais... C'est ce petit truc qui fait faut que j'aille chercher le petit détail qui fait que faut que j'arrive à les débloquer. Puis la petite zone d'inconfort. Ouais, c'est ça. Quand on voit que ça marche pas. Ouais. Et qu'on se dit là j'ai 30 secondes. C'est ça. Allez, à l'intro, faut que je trouve un truc qui les débloque. Et là avec l'expérience et justement sans oublier la bienveillance. Tout à fait. Parce que parfois un exemple tout bête, mais on peut avoir un élève, je parle de karaté ou collège, lycée, c'est pareil, qui a une réaction un peu de rejet. Et en fait, quand on répond par la bienveillance, moi je trouve qu'on désamorce beaucoup de choses en souriant, en fait. Ouais, totalement. Parfois, des élèves qui peuvent être presque agressifs. Oui. En fait, on sourit, on dit c'est pas grave. Puis ça désamorce immédiatement. Tout à fait. Oui, le sourire, l'intonation de la voix. L'attitude. Et moi j'ai remarqué aussi... Dans le regard aussi, il se passe beaucoup de choses dans le regard. Le regard et l'espace vital. Laisser l'espace vital à un élève qui est en difficulté. Laisser l'espace temporel pour qu'il puisse digérer le fait que lui, il n'y arrive pas alors que les autres y arrivent. Oui. Et c'est vrai que souvent, au début, j'avais tendance à insister, parce que je me disais, non mais, les autres y arrivent, toi tu vas y arriver aussi, essaye. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçu que ces élèves-là, tu leur fais essayer 3-4 fois, juste histoire qu'ils se plantent, mais jusqu'au bout, qu'ils aient essayé plusieurs fois différemment. Tu les laisses, tu leur dis, écoute, c'est pas grave. C'est quoi, là, aujourd'hui, tu n'y arrives pas. La prochaine fois, je suis sûr que tu vas y arriver, t'inquiète pas. Laisse passer les autres. Tu prends un peu de temps, même si tu as envie de sortir de la classe et de prendre un peu l'air, vas-y, moi, ça me dérange pas. Va boire un coup et tout, tu laisses ton cerveau reposer. Tu reviens, si tu as envie d'essayer, t'essayes. Si t'as pas envie d'essayer, c'est pas grave, on fait la prochaine fois. De toute façon, on se revoit plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Et je vais pas dire à chaque fois parce que ce serait mentir, mais très souvent, l'élève revient et en 1-2 essais, boum, ça passe. Ou alors ça passe pas. Et souvent, je les revois une semaine ou 15 jours après. Ils reviennent, ils me font ouais, mais c'est bon, la dernière fois, j'ai essayé 15 fois, ça n'a pas marché. Je te remontre, tu essayes, on voit. Et là, ils essayent, ça passe en général du premier coup. En général, ils me regardent en mode, c'est pas possible. J'ai pas travaillé, j'ai pas essayé, c'est pas moi qui ai fait ça. Et en fait, c'est un mécanisme du cerveau qui marche super bien, c'est la maturation de l'information. C'est-à-dire que le cerveau apprend en faisant des erreurs,
mais il a besoin de temps pour digérer, analyser les erreurs et corriger. Et du coup, souvent, c'est 1 semaine, 2 semaines qui rentrent les cours. Ça te permet en fait au cerveau d'avoir enregistré l'info, de s'être dit, en faisant comme ça marchait pas, il m'a dit qu'il fallait faire ça. Comment est-ce que je peux contrôler mes muscles pour faire ce mouvement-là? Et donc d'arriver, et au final de se dire, boum. Et là, paf, ça passe. Et à partir du moment où il y a eu le déclic, c'est enclenché. Mais si tu laisses pas cet espace temporel, cet espace vital à l'élève, en fait, tu vas juste le frustrer, le dégoûter, et le cours d'après, il va revenir, et après, de l'année, t'en fais rien. Enfin... Ouais, c'est... Dans l'enseignement du karaté à la japonaise, on propose très peu de corrections sur les techniques pour les débutants. C'est-à-dire que il est coutumier, souvent, quand on apprend aux enfants de passer du temps à leur expliquer le geste juste et précis en Occident. Et au Japon, ils le font très peu. C'est-à-dire qu'en fait, quand par exemple tout le monde s'aligne et fait des coups de poing en avançant, vous avez déjà vu ça, c'est une vision un peu du karaté, un peu stéréotypée qu'on a du karaté. Et quand des élèves se trompent, on ne les corrige pas. En fait, on leur laisse cet espace physique déjà, et puis de temps, donc c'est la 4e dimension. Ouais, puis c'est construire son identité aussi. Exactement. Et puis en fait, il y a une maturité qui se fait seule. C'est très intrinsèque, pardon. Cette maturité, elle vient en fait de l'élève, de lui-même, et on laisse le temps. En fait, on laisse le temps pour l'erreur. Et ça évolue toujours dans le bon sens, en fait. Et parfois, comme tu le disais tout à l'heure, Gaëtan, de temps en temps, on a des enfants qui n'y arrivent pas. Et puis ils partent du cours frustrés de ne pas y être arrivés. Et qui la semaine d'après viennent et puis le font. Sans s'être entraînés entre les 2 fois. C'est juste que ça s'est décanté dans le corps, dans l'esprit, et puis ça se met en place tout seul. Et alors que nous, on n'a pas apporté de correction presque punitive, en disant refais le mouvement, etc. Ça, on va le faire dans des cas particuliers de préparation ou sur un public déjà averti. Mais sur des apprenants et des débutants, et surtout en prenant en considération l'âge, je veux dire, quand j'apprends des katas à des enfants de 6 ans, c'est normal qu'ils mettent du temps à l'apprendre et qu'ils se trompent quand ils le font et qu'ils se trompent quand ils le font devant les parents à la fin de l'année. Et je préviens les parents. Je dis là, vous allez voir le kata, il y aura peut-être des erreurs, mais c'est pas grave. Voilà, laissez. Et puis après ça vient. Et ça permet de durer aussi dans le temps. De pas mettre une barrière comme ça, presque psychologique, presque rigide, qui empêche en fait la maturité de devenir seul et de proposer quelque chose qui est propre en fait, justement. Et moi je crois beaucoup au perfectionnement par la valorisation. C'est-à-dire dire à quelqu'un qu'il est bon, lui ancrer dans la tête qu'il est bon, même si au moment où tu lui dis c'est pas vrai, va faire que de toute façon il va s'améliorer pour être meilleur que si tu lui disais de toute façon t'es nul. De toute façon les affirmations positives, c'est prouvé. Si tu te répètes tant de fois, au bout d'un moment, t'assimiles quand même certaines choses positives et puis du coup ça a des répercussions. C'est ça. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, pour moi c'est un truc où je m'oblige à avoir, on tombe sur la bienveillance en fait, cette valorisation tout le temps en disant, où je me dis, le poids que peut avoir un enseignant, quel que soit l'âge en face de l'apprenant, est tellement important au niveau psychologique que là-dessus par contre il n'y a pas le droit à l'erreur. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est que t'as pas le droit de bombarder un élève ou de le mettre plus bas que terre juste parce que toi t'as passé une mauvaise nuit ou parce que aujourd'hui t'as saoulé, parce que des fois il y a des gens qui te saoulent et ça fait partie de la vie parce que peut-être que eux ils ont passé une mauvaise nuit, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur vie et que aujourd'hui c'est toi qui prends. Et pour moi en tant qu'enseignant, ça m'est eu arrivé malheureusement de déborder parce que il suffit que l'élève en question soit vraiment insupportable et que toi tu sois pas zen machin et tout. Mais par contre j'ai toujours eu la correction de prendre l'élève après à la pause en disant viens avec moi, faut qu'on discute. T'as pas été correct avec moi, j'ai pas été correct avec toi non plus. Donc je m'excuse, je savais pas avoir ce comportement là. Et bien souvent ça désamorce le truc et tu reprends le cours sur de bonnes bases. Mais il faut avoir la com. Ouais. Faut avoir ce recul là et savoir redescendre son piédestal d'enseignant pour se mettre au niveau de l'élève et lui dire j'ai beau être ton enseignant, t'as pas été correct avec moi mais j'ai pas été correct non plus et on temporise, je me mets à ton niveau, je m'excuse
et on repart sur de bonnes bases si tu es d'accord. Et j'ai jamais eu en face de non, t'es un con, il va te faire foutre, quoi. Ouais, ça c'est... Au contraire, et même souvent, j'ai eu des élèves qui m'ont dit ah bah pour une fois qu'un prof fait cet effort-là, ça fait plaisir. Eh oui. Ça paye toujours. Hein. Ça paye Du toujours. coup, 3 piliers, bienveillance, compétence, et en troisième, du coup, on acte quoi? Adaptabilité, ce que Ouais. vous avez dit, c'était très Et bien. moi, je vous ai posé cette question parce que je fais pas exactement le même boulot, mais le coaching tourne quand même autour beaucoup de l'enseignement. Carrément. Et du coup, je valide un petit peu Mais... les piliers et tout ce que vous avez évoqué parce que je le retrouve dans les coachings, je le retrouve dans les formations en ligne. Même après, j'en parle très rarement, mais en tant que maître nageur, j'ai eu à apprendre à des enfants à nager, la bienveillance, la compétence, là, t'es obligé de l'avoir et t'es obligé aussi de t'adapter en permanence. Donc, ouais, franchement, En fait, je vous rejoins totalement. je pense que non seulement ces piliers-là, on les met en avant sur le rôle d'enseignant, mais en fait, ce sont, je pense, des valeurs et des piliers tout simplement de la vie, en fait. Je veux dire, avec ses proches, on a tendance à être plus poli avec les gens qu'on connaît moins, avec les gens qu'on côtoie tous les jours. C'est très vrai. Alors que avec ses proches, quand on est bienveillant, compétent, j'entends dans ce qu'on peut leur apporter, et s'adapter, là, parce que nos proches, ils ont aussi leur caractère, ça marche aussi. Et je pense que dans ces valeurs-là, dans les valeurs dont on parle concernant l'enseignement et l'éducation au sens large, c'est des valeurs de vie aussi. Et les rendre transversales justement à un quotidien, c'est très porteur en fait. Et enfin voilà. Moi, le retour que j'ai en permanence, c'est peut-être de l'extérieur, on a tendance à croire un petit peu, tu vois, que le coaching sportif, ça va être, comment je peux te dire ça, mais un peu parler d'une façon pas agressive, mais... la russe. Ouais, un peu, tu vois, dans les retranchements, ce genre de choses. Et moi, je suis toujours dans une phase où je vais parler calmement, expliquer calmement, et en fait, j'en reviens totalement à tout ce que vous avez expliqué. Donc, je vais pas redire tout ce que vous avez évoqué, mais je suis totalement en adéquation avec ça. Alors du coup, on disait en off que vous étiez 2 sur 3 autour de cette table à pas boire d'alcool. Est-ce que vous voulez qu'on en développe un petit peu plus? C'est quoi, du coup, toi, t'as une raison personnelle? Moi, oui, j'ai une petite raison personnelle. En fait, quand j'étais ado, je suis tombé malade, assez gravement. Et donc, c'est un petit peu l'âge auquel on découvre l'alcool et tout ça, et donc ça m'était interdit. Donc, j'ai commencé par ne pas boire d'alcool pour raison médicale. Et puis après, en vieillissant, j'ai pas ressenti ce besoin. Et voilà, c'est quand j'avais 15 ans, pardon, j'ai fait une péritonite. Donc, je sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est. Voilà, j'ai fait une péritonite assez grave avec un début de septicémie. J'ai été opéré en urgence. Tu peux peut-être un petit peu, si t'as envie, mais expliquer pour ceux qui nous écoutent un petit peu ce que c'est. Oui, en fait, c'est un souci au niveau des intestins. J'ai eu un mauvais diagnostic. Un médecin qui s'est trompé, qui avait pas vu que j'avais l'appendicite. Et donc ce mauvais diagnostic a mal tourné jusqu'au jour où vraiment j'étais en très très grande souffrance. Et donc j'ai été opéré en urgence, donc à Sisteron à l'époque, c'était au milieu des années 90. Et donc j'ai eu des séquelles relativement graves. Notamment au niveau de mon alimentation, au niveau de mes capacités physiques, puisque je sais pas si après je parlerai un petit peu de mon histoire liée avec le karaté, mais justement... Si t'en as envie, oui. J'ai dû arrêter, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Pas de souci. Et donc effectivement, ça a été une des raisons pour laquelle je n'ai jamais bu d'alcool, puisque ça m'était déconseillé. Et puis après, j'en ai jamais ressenti le besoin derrière. Et là, du coup, tu parlais des répercussions. Au jour d'aujourd'hui, tu as encore des répercussions? Oui. Oui, mais je les affronte sereinement. Parce que... Ça peut être quoi comme répercussion? Des douleurs chroniques. Au niveau de l'intestin? Ouais. Mais karaté m'a sauvé, en fait.
puisque l'hygiène de vie que ça m'a donné et l'alimentation, du coup, c'est quoi? C'est qu'il y a des aliments Oui, alors c'est très variable. où t'as du mal à digérer ce genre de C'est ça, choses? mais parfois ça passe très bien, et puis parfois j'ai des petites douleurs. Après voilà, je suis fatigué, j'ai une énorme cicatrice sur le ventre, 60 points de suture. Donc parfois je suis fatigué, j'ai mal à la cicatrice, je suis énervé, j'ai mal à la cicatrice, voilà. Donc c'est des soucis, mais les gens qui me connaissent le savent. Donc parfois, même pendant un cours de karaté, j'ai un coup de moins bien, je ralentis. Mais par contre, j'ai appris vraiment à le dompter, ça, par mon hygiène de vie et on va dire tout ce que j'ai pu mettre dans l'apprentissage des arts martiaux et de la maîtrise de mon corps, je l'ai réinjecté là-dedans, en fait. Ce qui fait que c'est problématique, mais pas tant que ça. Je vis très bien avec, et je l'affronte très bien. C'est plus... avant, pendant un moment, c'était quelque chose qui vraiment pouvait me mettre une journée en l'air. Vraiment, parce que j'étais pas bien, alors que maintenant, pas du tout. Ça peut avoir de l'impact sur ton sommeil? Oui, ça peut avoir un gros impact sur mon sommeil. Parce que souvent, les périodes inflammatoires, c'est plutôt la nuit, donc... C'est ça. Mais, encore une fois, je me plains pas, parce que c'est quelque chose que j'arrive à contenir. Pas facilement, parce que c'est au terme d'efforts très longs et très intenses et de travail, mais c'est quelque chose que maintenant j'arrive à... Je sais que tu as vécu une situation similaire avec tes soucis de dos, mais moi ça a été une grosse parenthèse dans ma pratique des arts martiaux, c'est-à-dire que j'ai dû arrêter pendant longtemps, parce que c'était interdit pour moi. Ça a été un déclic qui a fait que j'ai repris après. Mais bon, je vais pas trop déborder parce qu'on parlait de l'alcool. Voilà. Et voilà. Mais voilà une des raisons pour laquelle je ne bois pas d'alcool. Ouais. Moi après, oui, si je devais reprendre pourquoi je bois pas d'alcool, déjà je vais reprendre depuis que je suis petit. Moi j'ai toujours été sportif, donc déjà ça matche pas vraiment avec. J'ai fait 14-15 ans de natation, pas mal en sport-études, ce genre de choses. Donc pareil, ça matche pas trop avec. Après, à partir du moment où j'ai un peu switché, j'ai arrêté de vouloir me mettre des défis de compétition en natation. J'ai eu 2-3 années où là, l'alcool a été un petit peu plus présent dans ma vie. Et après, en fait, ton parcours, il me parle totalement parce que après, il m'est arrivé les problèmes, donc j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours sous traitement avec certaines molécules. Ça m'est pas interdit, mais ça m'est fortement déconseillé. Donc, vu que ce traitement-là, je ne sais pas quand c'est que je vais l'arrêter, et au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de douleurs. Pareil, je peux pas me permettre de boire d'alcool, et après, c'est pas quelque chose qui me manque aussi, parce que, à côté de ça, vu que je fais beaucoup de musculation, beaucoup de sport, pareil, ça matche pas trop avec. J'essaie d'avoir quand même une hygiène de vie assez correcte, que ça soit par rapport à l'alcool ou même l'alimentation, parce que je suis déjà quand même assez dégradé vis-à-vis de mon sommeil. Donc si en plus de ça, je me rajoute de boire de l'alcool qui va pas avec mon traitement, plus l'alimentation, j'essaye quand même d'optimiser au maximum, parce que quand déjà tu as un des piliers essentiels qui est le sommeil, où ça va pas fort, tu essayes d'optimiser le reste pour essayer quand même d'avoir des journées où tu te sens bien, d'avoir des douleurs qui sont présentes, parce que moi par exemple concernant mon cas j'ai mal en permanence, mais qui quand même te permettent d'avoir des journées ou des phases dans ta journée où tu te sens bien, où tu te sens épanoui, où tu te sens quand même reconnaissant parce que tu sais le chemin que tu as parcouru. Mais donc ouais, ça me parle fortement de ce que tu as évoqué. Ouais. Ouais, là-dessus, je sais qu'on a une similitude sur nos parcours. Mais et je te disais tout à l'heure en off aussi que moi, j'ai un regret vis-à-vis de ça, mais c'est un petit regret, c'est pas très grave. C'est l'apport culturel et à la gastronomie que peut avoir l'alcool. Parce que l'alcool en tant qu'alcool pour boire, pour être ivre, c'est une chose, mais l'alcool en tant que gastronomie... Oui, et de partage. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un aspect culturel qui est intéressant. Surtout nous en tant que Français. Voilà. Justement, on parlait de Lutel tout à l'heure, mais on propose des cours d'œnologie.
Et le professeur d'onologie, à chaque fois, il me dit, mais viens. Et je lui dis, je peux pas, pour moi, tu me donnes un grand vin, un grand cru, et une petite piquette, je verrai pas la différence, puisque je n'ai jamais bu de vin, ou très peu, donc je vais tremper mes lèvres dedans, et je vais avoir une réaction de rejet. Alors que je sais que le bon vin avec le bon fromage, c'est bien. Le bon saké avec le bon plat japonais, c'est bien aussi. Et donc cet aspect culturel, je le regrette un peu. Mais je l'oublie vite, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'alcool a un aspect culturel, je trouve. Le saké, notamment, au Japon, justement, quand on fait des remises de grades, parfois élevées, il y a un partage de bols de saké. Donc, si un jour je me retrouve à être dans une de ces manifestations, il faudra que je me jette à l'eau, enfin dans le saké plutôt. Et ça risque d'être un peu douloureux, mais bon, s'il faut le faire, je le ferai. Mais donc c'est vrai qu'il y a un aspect culturel lié à l'alcool, je pense qu'il est non négligeable. Mais voilà. Après, en lien aussi avec l'alcool, pas forcément pour moi ou pour nous, mais moi des fois les personnes que j'accompagne ou que je coach qui me disent est-ce que de temps en temps oui tu peux, hormis le fait que peut-être ça va t'éloigner de tes objectifs, il y a un côté où on croit que boire de l'alcool ça va nous hydrater, mais ça nous déshydrate. Et donc souvent des personnes qui déjà ne s'hydratent pas beaucoup dans leur journée, suffisamment. Voilà, exactement. Si en plus de ça elles rajoutent de l'alcool, elles sont déshydratées et que ça soit sur les douleurs, la déshydratation, moi pareil, je me suis pas mal renseigné sur le sujet. Tout à l'heure on parlait aussi que tu buvais 2 litres d'eau par jour. Ouais, je bois 2 litres d'eau par jour, voilà. Minimum. Mais ça c'est un des piliers peut-être un peu inférieur par rapport au sommeil, mais qu'il est tout autant important de bien s'hydrater, quoi. Ouais. Que ça soit pour les douleurs ou même la vie en général, Mais ouais, ça je sais que c'est important. D'ailleurs dans les entraînements de karaté, je ne mets aucune restriction pour aller boire. On a certaines personnes qui, par exemple, qui se prétendent, entre guillemets, j'aime pas critiquer, donc voilà, je dis ça du bout des lèvres, mais faire du traditionnel, vont me dire pendant l'entraînement on boit pas. Ça pour moi c'est niette. moi je suis à l'opposé. Moi aussi, complètement. Je suis à l'opposé là, je suis même en train d'inculquer beaucoup aux personnes. Moi quand j'ai fait mes formations dans le sport, t'avais vraiment un formateur, il était omnibulé. Bon, c'était un cours sur la performance, mais c'était quand tu fais du sport, surtout la performance, donc à haute intensité, ce genre de choses, tu dois au moins t'hydrater tous les quarts d'heure. Oui, c'est ça. Alors, des fois, tu peux pas, parce que nous, c'était beaucoup sur la natation ou ce genre de choses. Peut-être que t'étais toujours dans l'exercice. Voilà, exactement. Mais si t'as l'opportunité faut faire en sorte que toutes les 15-20 minutes, tu t'hydrates, même si t'as pas cette sensation d'avoir soif. Ah oui. Parce qu'au moment où tu vas avoir cette sensation d'avoir soif, ton corps, voilà, il est déjà déshydraté. Et souvent, t'as du mal à inculquer ça aux personnes. Et pourquoi je vais boire, j'ai pas soif. Aux enfants. Moi, je leur dis allez boire, on n'a pas soif. Je dis non, mais allez boire un peu. 2 gorgées. Bon, après, les enfants, ils boivent la gourde en entier, puis comme ça, 5 minutes après, je peux aller aux toilettes. Ça m'arrange pas. Mais boire, déjà, moi, je leur dis si vous avez besoin d'aller boire, vous n'avez pas besoin de me demander, que ce soit les enfants ou les adultes, pour aller boire. Je vais pas vous dire non, en fait. C'est comme pour aller aux toilettes. On peut pas dire non à quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes. Et par contre, de moi-même, j'impose, entre guillemets, une pause tous les quarts d'heure en disant voilà, là on fait une pause pour aller boire. J'ai pas soif, 2 gorgées c'est pas grave, mais on y va quand même. Mais c'est très bien ce que tu mets en place. Et ça c'est important parce que nous en plus on travaille beaucoup sur tout ce qui est élasticité des muscles, souplesse, donc on sollicite. Et si on boit pas, le claquage, la petite crampe déjà, on va commencer par la crampe, puis plus s'il y a problème. Donc non, boire pour moi c'est... Et quand je me suis entraîné au Japon, au karaté, je savais pas trop à quoi m'attendre. Manquant de retour sur expérience, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui se prétendent être dans le traditionnel disent on boit pas au Japon, alors que pas du tout. Au Japon, tous les quarts d'heure, ils nous stoppaient, ils disaient allez boire. Alors que j'étais au dojo siège de mon école,
Voilà, donc à la source de la source de la source. Donc là, effectivement, il nous arrêtait, il disait non, mais allez boire. Donc on allait boire. En plus, il faisait un petit peu chaud, c'était le mois d'avril. Mais puis ça t'apporte plein de choses aussi. Même on a déjà nous dû le ressentir, mais sinon c'est prouvé aussi sur la concentration, sur la productivité, sur plein de choses. Et justement, quand j'étais au Japon, il y a beaucoup de distributeurs d'eau et de boissons de partout, à une somme très raisonnable. C'est entre 100 et 150 yens, donc c'est très peu cher. Le yen est bas au Japon, c'est-à-dire c'est largement moins d'1 euro. Et moi j'ai trouvé ça formidable, de pouvoir se dire je peux boire quand je veux. Moi qui bois beaucoup, alors évidemment de l'eau. Voilà, bon après un petit coca de temps en temps, pourquoi pas, mais de l'eau, majoritairement de l'eau. Et donc c'est formidable de se dire je pars sans gourde, mais je peux boire où je veux. Il y a des distributeurs d'eau de partout et des poubelles exprès pour les bouteilles à côté. Donc on a sa bouteille, on la boit, on a fini, on va à l'autre distributeur, on la jette, on peut en prendre une autre le cas échéant. Et moi je trouve qu'avoir accès à la boisson et aux toilettes dans une société, presque ça montre le niveau de la société en fait, le niveau de bienveillance de la société en fait. Il y a des toilettes de partout, gratuites, propres, chauffées, et des boissons de partout. Et ça, je trouve ça formidable. Alors que des fois, selon les pays qu'on visite, on est en recherche de toilettes ou de boissons, on sait pas trop où boire. C'est la carte au trésor. Ouais, exactement. Là... Même suivant certains endroits en France, hein. Oui, complètement. Oui, complètement. On va, je sais pas, au bord de la plage, de temps en temps, il n'y a pas de toilette, 300 mètres à la ronde, ou payant, pas toujours propre. Donc, et en France, attention, on est plutôt bien lotis. Hein. Oui. Loin de moi l'idée de... Mais c'est pour dire que même dans un pays comme la France, il y a quand même des endroits encore où t'as pas accès à tout ça. Tout à fait. Je parlais de l'Écosse tout à l'heure, mais en Écosse c'est pareil. Il y a des toilettes de partout, propres. Il y a encore des dames ou des messieurs qui s'occupent des toilettes. Moi, je terminerai juste sur le sujet de l'alcool, parce que souvent on me dit, est-ce que, par exemple, quand tu sors ou quand tu pars en vacances à Ibiza ou ce genre de choses, est-ce que tu arrives quand même tout de même à profiter ou à t'amuser? Je pense que c'est pareil, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ton identité et la paix intérieure. Et moi, souvent, on me dit, mais t'es sûr que t'as pas bu? Parce qu'il y a de la musique, je suis le premier à danser, à m'amuser, à rigoler, à profiter. Donc, juste le message que je veux transmettre, c'est que tu peux très bien profiter tout autant, si ce n'est plus, parce que tu vas même être en adéquation avec toi-même. Et puis, tu te rappelles de tout ce que tu fais. Tu te rappelles. Puis, tu vois, des fois, si tu fais une soirée, tu vas créer des relations avec certaines personnes. Et si t'es toi-même, peut-être que la relation aussi, elle peut être plus profonde. Que si t'es inhibé par l'alcool, c'est pas le même style de relation. Donc non, même si... Tout à fait d'accord avec toi. Pour les gens qui peut-être nous écoutent, qui sont dans une phase où ils veulent arrêter l'alcool, ou alors par exemple comme nous, ce genre de choses qu'ils peuvent pas boire, ils peuvent vraiment s'amuser et profiter. Et en plus, tu pourras ramener potentiellement tes amis en voiture en toute sérénité et tout. C'est ce que j'allais dire. Parce que souvent on est un peu jugé quand même. Oui. Par la société de... Ah mais tu sais pas t'amuser. T'es pas drôle, toi tu bois pas. Ouais, tu bois pas. Ça va, trinque un verre. Ben non. Bah déjà, peut-être que les personnes elles connaissent pas vraiment ton histoire. C'est ça. Bon, moi, à titre personnel, à chaque fois, j'ai pas forcément... Tu vas pas déballer à chaque fois ton histoire. C'est ça. Et puis même si sans avoir d'histoire atypique comme on peut avoir, nous deux, si c'est ton choix de pas vouloir boire d'alcool... Si les personnes elles t'aiment, elles vont l'accepter. Tout à fait. Et moi là-dessus, justement, je rebondis sur ça, c'est que moi, mes copains d'enfance, je suis toujours très proche de tous mes copains d'enfance. On a la chance d'être tous restés plus ou moins à Sisteron, à part quelques-uns. Et on a partagé notre enfance, notre adolescence, notre vie d'adulte, et notre vieillesse qui arrive à grands pas. Mais ils savent tous que je bois pas. Ils l'ont tous accepté. Je veux dire, j'ai jamais eu de reproche, quoi que ce soit. Et puis surtout que quand on allait en boîte, ils devaient être bien à l'époque, exactement. Et, oui. Et moi j'étais fier
de ce rôle-là. Et d'ailleurs, je leur ai toujours dit, quand ils partaient sans moi, je leur ai dit, mais vous partez sans moi, si à 4h du matin vous pouvez pas revenir, vous m'appelez, je viens vous chercher. Et je le fais très volontiers. Parce que c'est ça aussi la bienveillance, c'est de prendre soin les uns des autres. Et je suis très content d'avoir toujours eu ces moments de lucidité et que eux pouvaient se permettre de boire. Parce que moi, derrière, je pouvais servir de filet de sécurité. Ouais, tu vois, tu parles de lucidité. Par exemple, tu sors en boîte, tout ce genre de choses aussi. T'as le côté, tu vas les ramener en sécurité via les transports, donc la voiture. Mais t'as aussi peut-être ce qui va se passer dans la soirée elle-même. Ouais. Des personnes qui sont inhibées par l'alcool, elles vont peut-être pas voir certaines choses, le danger, ou alors elles vont créer des tensions alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tout à fait. Toi, tu peux tout simplement aller voir la personne, ton ami, ou... canaliser. Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que là-dessus, après moi c'est lié, je pense, à ma culture des arts martiaux, c'est que j'ai ce besoin de lucidité. Aussi dans le fait que je ne boive pas d'alcool. Ça ne me plaît pas d'être dans un état où je ne suis pas en contrôle de moi-même. À moins que ce soit un état que j'ai choisi, par exemple par la méditation. Je dis pas qu'on n'est pas en contrôle, mais on est dans un état méditatif. Voilà, au-delà du concret. Mais c'est quelque chose que j'aurais du mal à accepter. Donc c'est lié aussi, effectivement. Du coup, tu parles un petit peu méditation, c'est quoi? C'est quelque chose que tu pratiques? Oui, alors déjà, dans le karaté est très très imprégné de la culture japonaise. Et la méditation est très importante dans la culture japonaise. Quand je suis allé au Japon et que je suis allé avec un ami qui est aussi mon assistant du cours de karaté, on est allé en famille, mais nous deux on y est allé particulièrement pour s'entraîner. Et lui a été étonné, il a été particulièrement étonné, que finalement il n'y a pas tant de dojo que ça. Et donc quand je suis rentré, on en a parlé au club, pendant le cours, et je leur ai dit effectivement, il n'y a pas beaucoup de karaté au Japon. C'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. Mais par contre, il y a beaucoup de Japon dans le karaté. C'est-à-dire que tous les pans de la culture japonaise sont dans le karaté. Je pense qu'on comprend mieux le karaté quand on essaie de comprendre la culture japonaise. Et la méditation, elle est importante dans la culture japonaise. Déjà, au niveau de la religion. Alors il y a deux religions qui cohabitent au Japon, c'est le shintoïsme et le bouddhisme. Et le bouddhisme, le zen, on connaît tous ce mot-là. Après on sait pas trop peut-être comment ça s'applique, ou on n'est pas sûr. Mais le zen est important dans le karaté. Quand on commence un cours, et qu'on fait un salut, on a une phase qui s'appelle le mokuso. Et le mokuso, c'est une phase de méditation d'avant-cours et d'après-cours. C'est au moment où on fait le passage de la vie réelle à la vie martiale, et ensuite on sort de la vie martiale pour retourner à la vie réelle. C'est ce qui fait la porte. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Nous deux, on n'a pas fait de karaté, mais on a fait du judo. On a fait du judo. Et moi, j'avais un professeur, si un jour il vient écouter le podcast, Jacques, je le salue. Et ouais, il nous a inculqué vraiment ça. Oui. Tu rentres sur les tatamis. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Un rituel. Ouais. En fait, il faut savoir que c'est pas. On a eu de la chance d'avoir des bons professeurs. Tu as fait du judo avec Georges, j'imagine. Tout à fait. Moi aussi, évidemment. Et je pense pas ce n'est pas tous les professeurs le font. Nous, on a eu de la chance de tomber sur des bons professeurs qui le font. Le salut, c'était dès le premier cours, des 6 ans à 5 ans. Et c'est la première chose qu'on doit apprendre. Moi, je me souviens. Salut le tatami, tu rentrais, c'était un espace de respect, safe. L'atmosphère. Et je me souviens que ce professeur-là, Jacques, on en revient un petit peu à ce qu'on disait sur les piliers. Et lui, il transmettait aussi beaucoup par le regard. Mm-hmm. Tu rentrais sur le tatami, au moment où tu saluais, déjà tu savais que dans le regard, personne ne devait juger les autres, le rituel et... C'est un état méditatif en fait. On appelle ça le rei en japonais, c'est-à-dire le respect, le salut. D'ailleurs on dit rei avant le salut, mais c'est un état en fait. Et c'est un état méditatif conscient. Et c'est pour ça qu'effectivement la méditation, elle prend diverses formes, mais je trouve que culturellement, parce que je dis culturellement parce que ça englobe l'aspect martial, l'aspect religieux,
Et l'aspect même sociétal. Quand le contrôleur d'un train rentre dans un train au Japon, il salue. Donc il y a ce mouvement de salut. Quand il part, il salue. Et c'est un contrôleur, hein, donc il est dans son travail, mais il y a quand même cette espèce de passage, de respect du temps. Il salue comment? En se penchant en avant? En se penchant. Voilà, alors ça peut être très étonnant quand on connaît pas trop la culture japonaise, mais tout le monde se penche et se salue. Le contact physique est plutôt évité. Ils vont plutôt se saluer à la place. Exactement. Où nous on va se faire la bise. Voilà. Ou se serrer la main. C'est ça. Alors ils peuvent se serrer la main, tout ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt le salut, ça va plutôt passer par le salut. Alors, le salut, il prend diverses formes aussi. Hein. Il y a le degré d'inclinaison, le regard. Est-ce que je regarde en saluant? Est-ce que je baisse les yeux? Enfin, tout ça, c'est des petits codes à avoir, des petits codes de société, culturels. Mais ça reste, ça montre la prépondérance de la méditation au sens large, culturelle. Et donc, est-ce que je la pratique? Oui, parce que je la pratique de facto par ma pratique martiale. Après, est-ce que je la pratique en dehors de ça? Oui. Moins, on va dire, moins régulièrement. Mais oui, on parlait des douleurs tout à l'heure. Hein. Pour ma douleur, c'est la méditation. C'est le meilleur médicament. Hein. Mais il faut aller la chercher, quoi. C'est vrai que moi, c'est à partir du moment où j'ai eu les soucis, où avant, déjà, quand t'es ado ou quand tu commences ta vingtaine, t'es pas trop dans une phase où, déjà, on t'a parlé de méditation, où tu as eu accès. Je pense que c'est plutôt quand tu... Puis même si tu as accès, c'est pas forcément une chose auquel t'accroches. Voilà. Sauf si t'as une problématique particulière, mais... Et c'est vrai qu'on m'avait pas mal initié à un petit peu méditer. Et en fait, tout simplement, ça peut être, oui, tu t'allonges et tu te mets de la musique douce. Exactement. Et tu as plusieurs formes de méditation. Et ouais, pour les douleurs, ceux qui nous écoutent, par exemple, oui, ça peut aider. C'est pas forcément miraculeux, mais ça peut aider. Hein. Ça peut aider déjà à l'encaisser. Sans forcément la soigner, hein, sans forcément enlever la douleur, mais ça peut apprendre à l'encaisser et à la... Moi, ça m'aide à l'accepter. À l'accepter. Pourtant, c'est dur, hein, mais souvent, je médite pour essayer d'accepter la phase où tu as mal et que tu as du mal à gérer. Avec le temps et avec la méditation aidant, enfin la méditation m'aidant dans ce domaine-là, j'ai eu tendance à même éviter de cacher la douleur. J'aime bien l'affronter, en fait. C'est-à-dire que parfois j'ai des douleurs, je vais avoir des cachets qui peuvent me faire aller mieux. Hein. Et en vieillissant, et peut-être en prenant un peu d'expérience, j'ai tendance à ne plus prendre les cachets. Parce que j'aime bien aller l'affronter avec mes armes, qui peuvent être la méditation notamment, qui peuvent être cette acceptation. Et parce que j'y arrive. J'ai l'entraînement pour y arriver. Et c'est pas du masochisme, loin de là, mais c'est histoire de se sentir grandi en fait de la victoire qui en découle. Parce que tu te dis j'ai réussi. Mais ça demande beaucoup d'énergie mentale. Oui. Et nerveuse, après ça te fatigue nerveusement. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle il faut se former. Et à laquelle il faut accepter l'erreur et peut-être l'échec. De toute façon, pour tout combat, il faut un entraînement. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail arts martiaux et plus précisément karaté. Ça a été créé quoi, dans les années 30-40 ? C'est à peu près ça. En fait, le karaté, c'est très difficile de le dater. Parce que c'est apparemment très ancien. Ce n'est pas né au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est né donc sur les îles d'Okinawa, au sud du Japon. Mais les îles d'Okinawa, lorsque le karaté est apparu là-bas, ça ne faisait pas partie du Japon. Donc l'origine du karaté, en fait de l'ancêtre du karaté qui ne s'appelait pas karaté, il y a eu d'autres noms, hein, n'est pas japonaise, l'origine n'est pas japonaise. Par contre, c'est au début du XXe siècle que le karaté a été importé au Japon par Gichin Funakoshi, qui est, on va dire, l'instigateur du style Shotokan que je pratique.
et qui a été invité au Japon dans les années, on va dire au début du siècle. Je vais pas donner une année au risque de me tromper, mais je vais dire entre les années 20 et les années 30, et qui a proposé comme ça, qui a fait une démonstration devant l'empereur du Japon du karaté. Et c'est comme ça que le karaté a été tout d'abord importé au Japon. Une fois que le karaté est devenu japonais, c'est à partir du Japon qu'il a rayonné dans le monde. Mais c'est très compliqué de parler des origines du karaté parce que déjà les sources sont parfois contradictoires. Il y a des historiens qui sont bien plus calés que moi sur la chose. Après moi en termes de pratique, le karaté que je pratique est japonais. Voilà, c'est pas un karaté des origines d'Okinawa ou même descendant de la Chine, parce qu'à la base, l'art martial pied-point Okinawa est issu des échanges commerciaux avec la Chine. Pratiquement, il n'est pas faux de dire que tous les arts martiaux pied-point asiatiques sont issus de la Chine. À un moment donné, voilà, Shaolin, notamment le temple de Shaolin. Et donc, c'est ces échanges commerciaux avec Okinawa qui ont fait apparaître un art martial pied-point qui avait différents noms. On parlait de Okinawa Te, parce que Te c'est la main en japonais. Donc la main d'Okinawa, ou Tode, la main de Chine. Et donc plusieurs styles, plusieurs familles. À Okinawa, on a un style prépondérant qui s'appelle le Goju-ryu, mais chaque famille a son style. Chaque personne a son style, avec peu d'élèves. Enfin voilà, c'est très normal à Okinawa. C'est Gichin Funakoshi qui, lorsqu'il a lui appris le karaté auprès de 2 maîtres différents à Okinawa, qui s'est dit ça serait peut-être sympa un petit peu de synthétiser tout ça et d'avoir un style qui regroupe un petit peu les qualités de toutes ces écoles. Et c'est lui qui a créé un style. Alors c'est pas lui qui l'a nommé Shotokan, c'est ses élèves après qui l'ont nommé Shotokan. Et c'est lui qui a été appelé par Jigoro Kano, le créateur du judo, qui a été invité à proposer le karaté au sein du Japon. Après, lui, c'était son dojo, qui s'appelait le Shotokan Ryu, donc la maison de Shoto. Enfin, le Shotokan. Shoto, c'était le nom de plume de Funakoshi, parce que c'était un écrivain également. Et donc, c'est la maison de Shoto. Et à partir de là, on a parlé de Shotokan Ryu, donc l'école de la maison de Shoto. Les styles ont, à la fin, le mot Ryu qui vient se greffer au nom du style, qui signifie l'école de. Le karaté, c'est le terme générique. C'est comme la danse. C'est le terme générique parce que le hip-hop, c'est de la danse, parce que le tango, c'est de la danse, et pourtant le tango et le hip-hop. Oui, c'est bien de l'emmener comme ça. Voilà. C'est la vision. C'est comme le kung-fu. Kung-fu, c'est alors le kung-fu en plus c'est un thème galvaudé, c'est le wushu. Mais karaté, c'est le terme générique. C'est l'art martial pied-point japonais. Et moi, je fais du Shotokan Ryu. Mon école, c'est Shotokan. Voilà, c'est l'école que j'ai choisie. Qui m'a choisi peut-être, parce que c'est le hasard. J'ai commencé le karaté à Sisteron avec Mokhtar Touati. S'il regarde la vidéo, je le salue et je l'embrasse. Qui a été mon premier professeur. Et c'était le style qu'il pratiquait. Et c'est un style, moi, que je ne quitterai jamais. C'est un style qui me parle. J'aime les valeurs, j'aime son histoire, j'aime ce qu'il apporte, j'aime ce qu'il m'apporte. Et donc le Shotokan est un style, et le style qui a été le premier, on va dire, à être répandu à travers le monde. C'est quoi, du coup, on aurait tendance à dire que c'est le plus populaire? C'est le plus populaire, oui. C'est le plus populaire, c'est le plus... Visuellement, si vous imaginez du karaté, c'est du Shotokan. Parce que par exemple, le karaté, la première fois où ils ont eu l'accord, ou du moins où on les a invités à participer aux Jeux Olympiques, c'est en 2021. Oui. Donc c'est récent. C'est très récent, d'ailleurs, ils y sont plus. Mais du coup, c'était quoi, du karaté version Shotokan? Alors, en compétition, le karaté sportif, c'est du karaté. On peut pas parler de style en karaté sportif. Parce que le combat, il est transversal à tous les styles. Et puis, en compétition de kata, les katas, vous voyez ce que c'est? C'est des enchaînements codifiés de techniques. Et en compétition de kata, on est libre de faire les katas que l'on veut, du style que l'on veut. C'est-à-dire que c'est difficile en compétition de se prétendre d'une école. On est sur du sport,
avec toutes les bonnes valeurs. Je pratique un karaté traditionnel et je suis très respectueux du karaté sportif. Les deux vont ensemble. C'est très bien qu'il y ait du karaté sportif. Le karaté sportif, c'est plus dur de on va dire, de dire que l'on est d'une école. Parce que le combat, il est transversal, parce que les katas, on peut faire ce que l'on veut. On peut faire un kata de Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu, Shotokan-ryu, peu importe. Voilà, même certains pratiquants sportifs changent de style parce qu'ils savent qu'en ce moment, les juges ont tendance à mieux noter les katas du style Shito-ryu, par exemple. Mais le karaté sportif a un temps. Il a un début, une fin. Parce qu'à 40 ans, le karaté sportif, c'est plus dur. Mais le karaté, lui, il n'a pas de fin. Moi, dans mon club, j'ai une élève qui a 7 ans et on a une élève qui a 84 ans. Donc, voilà. Et t'as une idée pourquoi ils l'ont invité le karaté en 2021 et pourquoi... C'était Tokyo déjà, donc il y a une... Oui. Il y a une... Il y a les valeurs un petit peu voilà, là-dessus. il y a une vérité. Après, c'est compliqué parce que... Parce que moi, j'ai pas trop compris quand j'ai vu la décision. Je me suis dit, il initie et après, derrière, il décide de pas le reproduire par la suite. Je sais qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, mais c'est des choses qui m'échappent. Moi, j'étais content de voir le karaté aux Jeux Olympiques parce que ça nous donne une visibilité. Ben oui. Après, j'avais une crainte, c'était que le côté sportif... poussé à l'extrême, tel que ça peut l'être aux jeux vidéo, dénature un petit peu les choses. Notamment, les combats de taekwondo se sont énormément dénaturés en étant pratique olympique par rapport à ce qu'ils étaient traditionnellement. Mais bon, c'est peut-être un chemin inévitable. Donc si c'est un chemin inévitable, bon ben allons-y. Mais après, pourquoi le karaté n'est plus olympique, je l'ignore. T'as pas un ressenti ou une intuition? Non. Je suis pas pour, je suis pas contre que le karaté soit olympique ou pas. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis dans le sens où, pour moi, ça ne change rien. Qu'il soit olympique ou pas. Dans ma pratique, ça change rien. Mais je trouve que pour un sport, être présent aux Jeux Olympiques, c'est important pour la visibilité, mais hormis ça, c'est que une reconnaissance. Les Jeux Olympiques, ça a quand même, quand tu sais d'où ça vient, ça a quand même une certaine valeur. Tout à fait. Et du coup, le karaté, on parle de valeurs, donc ouais, je trouve que c'est bien de mettre des valeurs au travers des Jeux Olympiques. C'est ça. Après, moi, c'est parce que j'ai une vision au niveau des arts martiaux. Je pense à l'importance de travailler sur son microcosme. Parce que pas tous les professeurs partagent les valeurs, pas toutes les écoles partagent les valeurs. Et pour moi, il est important que chaque professeur, même qu'on ait de la visibilité ou pas, s'il décide de transmettre ses valeurs, il le fait au sein de son microcosme et de son cours. Donc c'est pour ça que je suis pas pour ni contre le karaté aux Jeux Olympiques. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que je pense que ça apporte des bonnes choses, ça peut en apporter des mauvaises, mais ça peut en apporter des bonnes. En tout cas, c'est vrai que pour en revenir un petit peu sur l'historique, c'est quand la fédération japonaise, enfin l'association japonaise de karaté, qu'on appelle la JICA, a été créée dans les années 50 au Japon, donc c'est relativement récent. C'est à partir de là que donc Gishin Funakoshi est mort peu de temps après la création de cette association, et les élèves de Funakoshi et de Masatoshi Nakayama, le créateur de la JICA, eux ont commencé après à partir en émissaire dans le monde. Donc on a eu un expert en France, il y a eu un expert en Grande-Bretagne, un expert en Italie, un expert aux États-Unis. C'est à partir de là, dans les années 60-70, que le karaté est apparu dans ces pays occidentaux. Nous, l'expert qui est venu en France s'appelait Taiji Kaze, il est décédé en 2002. Et beaucoup de pratiquants de karaté ont encore dans leur karaté des spécificités de son style, enfin de sa manière de faire. Même s'il était Shotokan, il avait des postures, des techniques qui lui étaient propres. Il y a eu Oshima aux États-Unis, il y a eu Enoeda en Grande-Bretagne, Shirai en Italie, donc les professeurs comme ça ont œuvré. Il y a eu Kanazawa, qui est peut-être l'élève le plus connu de Funakoshi, qui lui a œuvré dans le monde entier, et qui est décédé en 2019, à un âge très avancé.
Mais c'est comme ça que le karaté est arrivé un petit peu. Alors, après, l'occidentalisation du karaté a apporté des bonnes choses, comme des choses plus discutables. Notamment au niveau culturel, c'est-à-dire que de temps en temps, on a un petit peu omis ou on s'est écarté du côté culturel avec des pratiques. Chaque professeur fait un petit peu son karaté. Alors, c'est une évolution qui est incontournable. D'ailleurs, je voulais te poser la question, du coup, pour enseigner le karaté, c'est quoi, c'est un diplôme? Oui, alors il y a des diplômes fédéraux. Nous, en France, on a une fédération française de karaté, qui est donc la seule reconnue par l'État. Le principe en France, c'est que les fédérations, chaque activité a une seule fédération qui est reconnue par l'État, qui reconnaît les titres, les grades, les diplômes. Nous, on a une fédération française qui a été créée donc dans les années 70, sous l'impulsion de Taiji Kase, justement. Et donc pour enseigner le karaté, il y a des diplômes. Alors il peut y avoir des diplômes fédéraux et après des diplômes d'État. Les diplômes fédéraux, il y en a 3. Il y en a 2 qui sont des diplômes d'assistanat, et il y en a un qui est un diplôme d'instructeur, qui permet d'ouvrir un club en autonomie. Les conditions d'accès, c'est une formation, plus au moins le premier dan, c'est-à-dire la ceinture noire premier dan. Alors je connais bien parce qu'il se trouve que je suis cadre fédéral et que mon rôle c'est de faire passer ces diplômes. Généralement la fédération possède 3-4 cadres fédéraux par département. Il y en a un qui s'occupe des passages de grade, il y en a un qui s'occupe de l'arbitrage des compétitions, et il y en a un qui s'occupe de la formation. Et moi je suis celui qui s'occupe de la formation dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes. C'est toi qui as choisi ce pilier-là, la formation? Il m'est venu à moi. En fait, on m'a proposé, okay. Et puis après, c'est le président ou la présidente d'un département qui valide ou pas notre présence. Donc moi, je le fais depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai passé mon diplôme professionnel, mon formateur était le responsable. À l'époque, on n'avait pas des responsables départementaux, c'était un responsable de la région. Et mon formateur, c'était le responsable de la région. Et c'est lui qui m'a proposé. Quand j'ai validé mon diplôme, il a dit ça serait bien que Laurent il devienne le responsable du département. Et ça s'est fait comme ça. Donc les 2 premières années, je l'ai fait avec lui, en binôme. Comme quoi l'enseignement, ça te revient toujours. Exactement. Chasser le naturel, pardon. Il revient au galop. Et donc je me suis retrouvé ici, mais c'est un rôle que j'affectionne particulièrement. Parce qu'il est important et qui permet de créer cette filiation dans notre pratique et d'essayer d'instaurer des choses importantes sur les futurs enseignants, qu'est-ce qu'ils pourront amener. C'est intéressant parce que ça te permet aussi d'avoir un réseau. Ah oui, Et complètement. d'échanger à plusieurs sur, je sais pas si on peut appeler ça, mais on peut appeler ça une pratique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça permet aussi d'échanger et d'apprendre auprès des participants. Ça permet aussi d'avoir un réseau. Ça, c'est vrai qu'avec les années, j'ai un réseau assez conséquent de pratiquants, on va dire, de France et d'ailleurs. Dans la région, beaucoup. C'est rare maintenant les dojos dans lesquels il n'y a pas un professeur que j'ai pas eu en formation. Et j'en suis très flatté et très honoré que des professeurs me disent écoute, on a ce jeune, ou moins jeune, parce que j'ai eu en formation des personnes qui avaient plus de 60 ans, il veut passer un diplôme parce qu'il veut m'aider au dojo. Oui, alors j'en suis très honoré quand on me fait cette confiance-là, en particulier au début que je le faisais, parce que j'étais en bois brut, et puis on m'a fait confiance. Maintenant j'ai un peu plus d'expérience. Mais là-dessus, oui, j'en suis très honoré, et puis ça permet d'échanger aussi, parce que au sein de la fédération, il n'y a pas que le karaté, il y a d'autres arts martiaux, notamment le Lamson, qui est un sisteron, si vous connaissez Eric, du Lamson, un sisteron. Donc j'ai eu des élèves du Lamson en formation. Okay. Voilà. Eric, il est à la salle. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais sinon je te le montrerai à l'occasion. Voilà. De temps en temps, il vient à la salle de sport. Qui est un ami très cher. Et donc, voilà, j'ai eu même des années de la capoeira. Donc, alors, parce que l'enseignement est transversal, pas la pratique. Mais au sein de la fédération, c'est une grande force, c'est qu'on a, on va dire, un enseignement transversal. On essaye, en tout cas, de l'appliquer. Au Japon, c'est différent. Au Japon, le Shotokan, c'est une formation spécifique pour le Shotokan. Ah oui.
Mais ce que j'essaie de faire, c'est que si la fédération est un outil formidable, ça fédère, par définition. Moi, dans ma formation, j'essaie de l'élargir au sens large et de voir comment ça se fait au Japon, particulièrement au Japon, évidemment, qui est le pays qui est précurseur. Voilà, le pays précurseur là-dedans. Et après, de voir comment je peux gérer cet apport culturel dans ce que je propose moi au sein de mon association et en tant que responsable des formations. Mais et pour arriver à en vivre, c'est un secteur... oui, alors moi je n'en vis pas, je suis même bénévole. J'ai un petit contrat professionnel avec la mairie. Parce que c'est la particularité des pratiques et des sports comme ça, c'est que c'est beaucoup du bénévolat et que du coup tu es obligé d'avoir souvent un second travail à côté, parce que même si c'est du bénévolat, ça reste quand même un travail. Oui. Par le temps, par l'énergie que tu y mets, ce genre de choses. Donc, c'est ça. Moi, après, j'ai un petit contrat professionnel avec la mairie de Sisteron, où j'enseigne le mercredi après-midi aux enfants en tant qu'activité du centre des loisirs. Donc là, effectivement, je suis professionnel avec fiche de paye, etc. Mais après, au sein de mon club, je suis bénévole. Pour l'instant, c'est vrai que le club, on a eu une évolution assez incroyable post-Covid. C'est-à-dire qu'en termes de nombre d'adhérents, puis même de ce que l'on propose. Après le Covid, on était une dizaine d'adhérents. Et là, cette année, on était plus de 60 licenciés au sein du club. Donc sur 3 niveaux différents. Donc un cours enfant, un cours adulte. Et mon papa s'occupe d'un cours senior, remise en forme. Karaté en tant que pratique de remise en forme. Et donc on a eu une petite explosion d'adhérents. Alors après, on investit l'argent de l'association, notamment sur des programmes que je fais imprimer en plaquettes, qu'on distribue aux adhérents. On a fait des gourdes, on a fait des textiles. Donc là j'ai un t-shirt, on a fait des petites vestes, etc. Encore une fois, parce qu'on parlait de cohésion tout à l'heure, quand on parlait de l'UTL, mais pour proposer une cohésion, pour proposer une identité. Parce qu'on partage des valeurs, on partage du courage, de l'abnégation dans la pratique, des valeurs que moi j'essaie d'enseigner. Que j'enseigne pas de facto. Je peux pas dire à quelqu'un qui vient commencer le karaté en lui parlant des valeurs du karaté, japonaise, traditionnelle, etc. Non. J'attends que la personne s'y intéresse ou vienne me le demander. À ce moment-là, oui. Mais je vais pas parler des valeurs du budo, de l'art martial, de la voie guerrière, de la voie du guerrier, de la vie du guerrier. Je vais pas parler de ça à un enfant de 7 ans qui vient faire du karaté parce que il veut se défouler. C'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Hein. Je vais pas dire à une école de CP E égale MC2, ils entendront, mais ils comprendront pas. Et puis moi, je serais incapable de l'expliquer en plus, donc ça serait ridicule. Mais par contre, s'il y a une demande, et elle existe, c'est-à-dire que je pense que la société actuelle fait que les gens sont plus en recherche de quelque chose qui peut-être est un peu plus spirituel. Et là, à ce moment-là, on peut l'inculquer, ou en tout cas on peut le toucher du doigt. Pour que la personne en face soit réceptive pour pouvoir... Par contre, c'est pas quelque chose, c'est pas un seau d'eau qu'on jette sur quelqu'un pour le réveiller parce que c'est contre-productif. Et les gens qui viennent faire du karaté en tant que sport et qui viennent le consommer juste pour se détendre, je trouve ça très bien. Parce que c'est autant honorable que quelqu'un qui vient chercher une pratique culturelle. Voilà, quand je fais un petit peu de karaté avec les écoles, notamment à Pépin, et on le prend sur notre angle d'attaque, c'est pratique culturelle. Parce que je parle de la langue. Je parle de l'importance de la langue et de l'importance de la culture et peut-être même l'importance de la religion dans la pratique martiale. Et parce que moi, c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît, et qui me transporte, et qui fait que je sais que je suis engagé pour la vie là-dedans. Parce que si c'était quelque chose qui ne m'interpellait pas dans un de ces domaines, ferait qu'à un moment donné, j'irais chercher ailleurs. Mais là, j'ai tout à portée de main. Donc, pourquoi me priver ? Mais c'est vrai que l'angle d'attaque, je trouve culturel, est un angle d'attaque qui est intéressant. Et qui est porteur dans notre société. Du coup, on parle de culture, tu peux peut-être faire le lien, parce que tu nous disais que tu étais allé au Japon. Oui. Au mois d'avril, en fait,
on est parti au Japon, donc on est parti en famille, mais je suis parti aussi avec un ami très cher, Christophe, qui est aussi mon assistant. Et l'idée à la base, c'était de faire le lien avec le karaté. Donc j'ai eu la gentillesse, donc on s'est rapproché de la fédération, enfin de l'association japonaise de karaté, puisque c'est eux qui œuvrent là-bas, et il n'y a pas de transversalité au niveau des grades et des diplômes. Ok. C'est-à-dire que moi là-bas, je suis pas gradé, et je suis pas diplômé. Mais le directeur technique de l'association japonaise française, située en France, Denis, maître Sensei Denis, m'a permis d'y aller. Il m'a fait une lettre de recommandation, je suis allé m'entraîner avec lui plusieurs fois, et c'est très codifié tout ça, parce qu'on reste dans du budo, c'est-à-dire de l'art martial, et c'est très codifié, ça fait très film de samouraï, mais c'est ça, c'est ce que c'est en fait. Et donc je suis allé là-bas avec ma lettre de recommandation et j'ai pu m'entraîner. Et c'était formidable, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et arrivé là-bas, en fait, on a appris, c'est un exemple, on a fait le deuxième kata. Donc le deuxième kata, c'est le kata qu'on apprend pour la ceinture orange. Okay. Jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Alors ça peut être étonnant, et quand je suis rentré, je leur ai dit, tout le monde, vous avez fait quoi? J'ai dit, on a appris le deuxième kata. Alors je leur ai posé la question, j'aurais dit, est-ce que vous estimez que traverser la moitié du globe pour apprendre le deuxième kata, est-ce que vous pensez que ça valait le coup? Il y a eu tout comme réponse. Mais moi je leur ai dit, mais bien sûr que oui. Parce qu'en réalité, c'est pas le kata qu'on est allé apprendre. Ce qu'on est allé apprendre, c'est quel état d'esprit avoir quand on fait ce kata-là. Et il y a un dicton qui dit, peu importe l'alcool pourvu qu'on ait l'ivresse, mais l'idée, elle était là. C'est-à-dire qu'en fait, arriver là-bas et voir comment on travaille et comment on accepte ça. Voir comment on respecte notre lieu d'entraînement, comment on respecte nos partenaires, comment la culture japonaise, elle est partie prépondérante du karaté. Et ça, on peut le vivre que là-bas. On peut essayer d'être plus japonais que les japonais. Mais là-bas, c'est dans tout. C'est dans le sol, c'est dans les murs, c'est dans la pratique, c'est dans les intonations de voix, c'est dans les regards. On en parlait des regards tout à l'heure. Et on peut le vivre que là-bas. Donc je suis allé le vivre là-bas. Et j'ai pris un TGV pleine face, quoi. Parce que je m'y attendais pas. Et par contre, quand j'ai vécu ça, quand j'ai senti l'odeur du bois du dojo le matin, et quand j'ai entendu dans des mots que je comprenais pas de la bienveillance, parce qu'on entend ça dans l'intonation, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ce que j'ai vécu, c'est incroyable. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Et je ferai tout pour y retourner. En termes de valeur, qu'est-ce qu'on apprend sur... même si je pense qu'on apprend plein de choses, mais qu'est-ce qu'on apprend quand on pratique le karaté? Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que le karaté, physiquement, il a beaucoup de bienfaits. Parce qu'on travaille... c'est pour revenir sur les valeurs après, hein, c'est juste pour faire un petit détour. Parce qu'on travaille beaucoup sur la latéralisation. Parce que déjà, tout ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite, etc. Et vice-versa, je veux dire. On travaille des deux côtés. Quand on fait des enchaînements, on les fait à gauche, puis on revient, on les fait à droite. Les katas, souvent, ils sont en miroir. On part d'un côté, on revient, on part de l'autre, on va tout droit, etc. Donc beaucoup de travail en unilatéral. C'est ça. Donc vraiment, on essaie au maximum de ne pas prendre une habitude de travailler que d'un seul côté. En Shotokan. Je parle évidemment du karaté que je pratique. Donc ça fait beaucoup de bien, justement, à certains élèves qui peuvent avoir des soucis, même d'écriture, etc. Donc c'est important, mais et ça permet aussi à certaines personnes âgées de se maintenir en forme. Ça permet de tout travailler, parce qu'on travaille les jambes, le souffle, le corps, etc. Mais le karaté enseigne aussi beaucoup de choses au niveau plutôt philosophique, au niveau des valeurs. Alors après, c'est le choix de chaque professeur de l'introduire dans son enseignement ou pas. Il y a des dojos qui ne le font pas, et qui sont très respectables, parce qu'ils travaillent autre chose. Pour moi, c'est important, dans mon enseignement, c'est prépondérant. C'est-à-dire que quand j'évalue, par exemple, un grade,
notamment chez les enfants, un grade de ceinture de couleur. Ils sont évalués sur de la technique, mais ils sont évalués sur... quand je dis évaluer, c'est que je mets en avant une attitude de respect, de bienveillance, les uns envers les autres. Et le respect aussi de cet apport culturel que ça peut avoir. Les valeurs, alors, je vais pas les énumérer parce que c'est un peu long, mais Funakoshi avait à l'époque écrit un livre, Gichin Funakoshi, il en a écrit plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle Les 20 préceptes du karaté-do. Encore une fois, là j'utilise le mot karaté-do, ça peut vous étonner, vous l'aviez peut-être jamais entendu, alors que vous aviez entendu judo et aikido. Mais le vrai nom du karaté, c'est le karaté-do. En fait, on dit karaté parce que quand on pratique un art martial, il y a le jutsu, c'est la technique, et il y a le do, c'est la voie. Pour les arts martiaux japonais, il y a toujours do dedans. Et je parle des arts martiaux, mais on peut aller au sens plus large. Par exemple, le shodo, c'est la calligraphie, c'est la voie d'écriture. Le cha-do, c'est la cérémonie du thé, c'est la voie du thé. Judo, c'est la voie de la souplesse, etc., etc. Le karaté, étant d'origine d'Okinawa, à Okinawa, on pratique du karaté jutsu, c'est-à-dire la technique du karaté. Par exemple, vous connaissez le kendo, le sabre, et il y a le kenjutsu, c'est-à-dire la technique. Karaté, il y a le karaté jutsu, mais il y a le karaté-do aussi. Donc c'est pour ça que moi, dans mon dojo, je fais du karaté-do, c'est-à-dire la voie du karaté. Donc avec ce que ça sous-entend de valeur et d'apport culturel. Ce n'est pas antinomique avec le karaté sportif ou avec le karaté jutsu. Au contraire, c'est une valeur ajoutée. Le karaté-do implique qu'on y met les valeurs, donc les 20 préceptes de Funakoshi, plus, moi j'aime beaucoup les 5 préceptes de Masatoshi Nakayama, qui est le cofondateur avec Funakoshi de la JKA, qui est l'association japonaise de karaté. Et surtout, dans ces concepts, dans ces valeurs-là, je mets en avant celle de chercher la perfection du caractère, ou l'amélioration du caractère. Le karaté est censé rendre plus courageux, plus travailleur, plus bienveillant, plus respectueux, plus honnête et plus fidèle. Et en fait, ces éléments-là, pour moi, ils sont importants, parce qu'ils sont importants dans la pratique du karaté, mais ils sont importants dans la vie. Et le karaté-do, il s'arrête pas aux portes du dojo. D'ailleurs, dojo, c'est le même, c'est la voie. Et jo, c'est le lieu. Dojo, c'est la voie, c'est le lieu où on pratique la voie, sa voie, qu'on a choisie. D'ailleurs, le mot voie, il n'est pas choisi par hasard. On pratique une voie, on ne pratique pas un but. C'est-à-dire, on ne cherche pas une arrivée. On cherche le voyage. Voilà. Et c'est ce qu'on choisit quand on se lance dans un do, quel qu'il soit. Hein. Même dans les mangas, Naruto, il dit c'est mon nindo. Je n'invente pas, hein, c'est la traduction, hein, c'est ma voie du nin, du ninja. Et quand on poursuit un do, quand on se lance dans un do, le gros avantage, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de destination. Enfin, en tout cas, il y en a une, c'est le jour où je serai mort. Mais elle n'est pas affichée, quoi. Elle n'est pas affichée. Et le jour de ma mort, est-ce que ce chemin aura été beau ? Je fais en sorte que oui. Et donc ces valeurs-là, elles doivent en fait nous éclairer le chemin et être importantes dans la vie que l'on mène et qui ne s'arrête pas au karaté. Parce que quand on est courageux au karaté, on est courageux dans la maladie. Quand on est honnête au karaté, on est honnête dans la vie. Quand on est fidèle au karaté, on est fidèle dans la vie. Et alors j'ai la prétention de croire que peut-être ça peut apporter ça. Après, chacun prend et laisse ce qu'il ou elle veut. Le monde serait bien meilleur si ces préceptes-là étaient respectés par tout le monde, on vivrait dans un monde idyllique. On sème des graines, en fait. On sème des graines. Et c'est là-dessus où, par rapport, pour revenir à mon voyage au Japon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces valeurs-là sont assez importantes dans la culture japonaise.
Donc elles sont importantes dans le karaté-do, en fait. Ou vice-versa d'ailleurs. C'est difficile pour moi d'établir quel est le lien de cause à effet. Mais ce qui fait qu'au Japon, dans les métros, il n'y a pas de bruit. Ce qui fait que des enfants de 10 ans se lèvent pour venir chercher mon fils pour lui proposer leur place, parce qu'il est un peu plus jeune. Ce qui fait que quand on prend une maison en photo, la vieille dame vient nous remercier de trouver sa maison jolie. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et ces valeurs-là, ben, on peut les semer dans notre microcosme, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai un exemple très concret. J'ai une de mes élèves dans le cours des enfants, à Pépin, qui est une enfant qui n'a pas on va dire de facilité dans la pratique. C'est pas quelqu'un, elle n'est pas douée comme ça naturellement dans le karaté, mais qui fait des efforts et qui intègre, qui essaie d'intégrer au maximum de ce que je peux proposer dans le karaté-do. Et il y a pas longtemps, j'ai fait cours de karaté à sa classe dans laquelle elle est. Et cette jeune fille, c'était une adulte de plus dans le cours. Alors que dans le cours que je propose au sein du dojo, ben elle se fait vite oublier. Elle a une certaine humilité. Mais là, par rapport dans sa classe, elle expliquait aux autres. Et elle salue. Et s'alignait pour le salut. Et elle corrigeait. Donc, mission réussie. Et je me moque de sa ceinture, et je me moque de son âge. Mission réussie. Elle arrête le karaté demain, mission réussie. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça. Et les grades et les ceintures ne donnent pas, ne sont pas, comment dire, ne sont pas à l'image de la valeur de la personne. On peut très bien être moins gradé. On ne juge pas la personne à sa ceinture. Exactement. C'est pas un niveau de dame qui donne la valeur d'un pratiquant. C'est pas l'âge, c'est pas... Et ces choses-là, c'est des choses que je leur enseigne. Parce que les enfants, c'est normal qu'ils courent après une ceinture. Ça les valorise. Mais la ceinture, elle vient quand elle vient. Le grade, il vient quand il vient. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de grade qu'on est personne. Oui, puis tout le monde est passé par là. Oui, oui. Et puis parfois, c'est bien aussi de comprendre qu'on n'a pas besoin de ça. C'est important, parce que les autres, ils nous jugent. Ils peuvent nous juger. Ils nous jugent pas de manière péremptoire, tout le temps. Mais ils peuvent être amenés à nous juger. Et c'est ça, c'est une des autres choses que j'ai apprécié au Japon, c'est ça. C'est tout le monde au même niveau. Le professeur qui enseigne, les adhérents, tout le monde s'entraîne, tout le monde pratique, tout le monde cherche, tout le monde étudie. Moi, j'ai tendance, dans mon dojo, à proposer un exercice et à ne pas le finir. Par exemple, sur une attaque, tu vas proposer ce blocage. Ok, donc ils s'entraînent, on le fait. La répétition, hein, c'est la clé de voûte du karaté. Répéter, 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 jusqu'à aiguiser le geste, jusqu'à une perfection qu'on n'atteindra jamais, puisqu'on a dit qu'on cherchait le chemin, hein, on ne cherche pas la perfection. Mais on cherche à l'atteindre. Et une fois que c'est aiguisé, ben, c'est là en fait où on perçoit quelque chose. Et puis avec nos niveaux de maturité. Les niveaux de maturité déjà de technique et les niveaux de maturité de la personne. On travaille pas pareil. On travaille pas pareil à 20 ans. Voilà, moi, bon, ben, je vis doucement, hein, je le sens. Hein. Mais c'est bien. Ça me fait modifier. On parlait tout à l'heure des soucis qu'on peut avoir au niveau de la santé. Je pense que ce qui m'a fait sauter à pieds joints dans le karaté, c'est ça, c'est que quand j'ai compris que le karaté pouvait m'être utile dans ma guérison. Et il s'est avéré être vital. Ça va plus loin que utile. Hein. Et quand j'ai compris que c'était vital et que c'était ça qui allait me sortir de là, enfant, j'étais pas un bon karatéka. J'en ai fait du karaté enfant, mais j'étais largement pas le meilleur. J'étais pas trop compétiteur. Dans le dojo, j'étais pas le meilleur du tout. Il y en avait qui étaient bien meilleurs que moi.
J'ai arrêté, j'ai eu des problèmes de santé. Quand je suis revenu, je tenais à peine debout sur le tatami. Mais j'ai pas lâché. Et puis j'ai travaillé différemment. Et c'est là où j'ai cherché quelque chose de plus profond et de plus philosophique. Et à l'heure actuelle, je suis un professeur japonais, un expert, qui s'appelle Tatsuya Naka. C'est un homme qui est une très grande inspiration pour moi, qui travaille sur ce qu'on appelle la mécanique du budo. C'est-à-dire en quoi on peut améliorer ses techniques par la respiration, la posture, l'attitude, le regard. Et donc qui sont accessibles à n'importe quel âge. On pourra faire après si vous voulez, si on a 5 minutes, je vous montrerai des petits trucs sympas. Mais, et ça me parle. Pour moi, ça résonne en moi. Parce que c'est quelque chose que je veux apporter. Parmi mes élèves, j'ai mon père. Ça doit pas être facile. Eh non, c'est pas facile. Mais qui est le deuxième dan, que j'ai pas tout seul, hein, avec l'aide d'autres personnes qu'on a formées jusqu'à ce qu'il obtienne le deuxième dan. Ben, je veux dire, c'est formidable de vivre ça. Et mon père, il a eu 2 hernies discales. Voilà, donc on travaille. Du coup, c'est une grande satisfaction personnelle. Oui, je lui rendrai jamais ce qu'il m'a apporté. Mais ben, j'œuvre pour. Voilà. Et bon, ben, ce que j'ai pu lui apporter, tant mieux, j'en suis très content. Et voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, ces valeurs, déjà je pense que le professeur, il faut qu'il... je me montre, hein, parce que pour l'instant c'est moi le professeur, mais... voilà, je pense que le professeur, il faut qu'il s'ouvre à ça. Il faut qu'il s'intéresse à la culture, à la langue, pour comprendre des éléments qui peuvent pas être enlevés du karaté, en tout cas le karaté que je propose moi. Et alors Christophe, mon ami, me dit toujours, mais c'est justement parce que notre association marche bien parce que c'est ta personnalité qui fait que ça marche bien. Tu formes pas des compétiteurs champions de France, mais oui, alors préparer des compétiteurs champions de France, j'en suis incapable. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que je suis pas sportif. Je suis pas vraiment sportif. Même si bon, ben, je dois l'être un minimum, puisque les 3 piliers, on dit que c'est Shin, Gi, Tai dans les arts martiaux japonais. Dans l'ordre, Shin, Gi, Tai. Tai, c'est le corps. Ça vient en 3e. Mais c'est important, c'est le 3e. C'est-à-dire qu'il faut un corps sain pour pratiquer. Gi, c'est la technique. Bon, ben, la technique, je suis pas très souple, mais j'arrive à faire des bons coups de pied parce que la technique, elle prévaut sur le physique. Et Shin, c'est l'esprit. C'est-à-dire que si j'ai pas l'esprit qui vient maintenir tout ça, je peux pas pratiquer. Et l'esprit passe par les valeurs. Oui, même avec des bons coups et une bonne technique, si l'esprit est pas présent... Exactement. S'il n'y a pas l'esprit dans la L'esprit, on pourrait le comparer à quoi? Un peu à l'intention qu'on y met? Exactement, c'est complètement ça. C'est l'intention. On utilise le terme de kime quand on parle de puissance en karaté. Quelqu'un qui frappe fort, boum, on dit « oh, il a mis du kime ». Mais le kime, mot à mot, c'est pas la puissance, c'est l'intention. C'est la puissance d'intention. Et la puissance d'intention, elle passe pas forcément par une manifestation physique. Elle passe par un regard et elle passe par un combat que l'on gagne sans combattre. Par la bienveillance. Et donc, par exemple, la bienveillance, elle peut désamorcer un combat. Et ça, c'est le niveau ultime du karatéka. Et du combattant, du budoka, du pratiquant de budo. Donc, c'est pour ça que là-dessus, les valeurs, elles sont... Alors, est-ce que le karaté est imprégné des valeurs ou est-ce que les valeurs sont imprégnées du karaté? Je sais pas. Mais en tout cas, elles sont imbriquées l'une dans l'autre et absolument pas... Oui, il y a une bonne partie un peu philosophique. Ah oui, moi j'en suis persuadé. Dans tout ça. J'en suis persuadé. Encore une fois, pas tout le monde le fait, pas tout le monde le préconise, et ils ont le droit, et c'est également très respectable. Après, moi, c'est la voie que j'ai choisie. J'ai choisi d'intégrer le karaté comme une pratique culturelle, philosophique. Karaté-do, du coup. Mais je comprends tout à fait que ce soit pas le cas de tout le monde, et je comprends tout à fait que les gens qui viennent dans mon dojo, ne soient pas en recherche de ça. Et qui parfois changent de professeur, et le dojo il est ouvert dans les 2 sens, pour entrer, pour sortir, hein. J'ai jamais enfermé personne. Donc voilà. Et du coup, tu nous disais en off que t'es papa? Oui, j'ai un petit garçon de 8 ans qui fait du karaté. Ah, voilà, ça allait être ça ma question. Bon, je l'ai jamais poussé, hein, mais à la maison, j'ai une petite pièce qui me sert de dojo.
Et donc il vient régulièrement, il se met sur le canapé et puis il me voit pratiquer. Parce que moi je m'entraîne tous les jours, parce que quand j'entraîne, je m'entraîne pas. Et donc il faut se maintenir au niveau. Et puis je fais différemment, je fais des choses qui sont très personnelles. Et donc effectivement, il est imprégné de cette culture-là. Il est imprégné, il a une notion de la culture japonaise aussi qui est importante. Des fois il me fait remarquer, il me dit regarde papa, l'arbre il est beau. Et ça, c'est très japonais en fait. De voir le beau dans un... Oui, je relève ce que tu disais tout à l'heure. C'est quelque chose que tu as vécu, une dame qui te remerciait de prendre sa... Ouais, c'est mon épouse qui a vécu ça. En fait, on était dans une petite ruelle... Non, en Europe ou alors sur d'autres continents, on va pas dire que ça serait peut-être jusqu'à l'inverse, mais quoique... Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens prendre ma maison? Et nous, en fait, Tokyo est une ville très particulière parce que c'est une ville qui a des grands axes et des endroits très 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 peuplés, mais qui a des ruelles qui sont dignes d'un petit village de Provence, quoi. Des ruelles dans lesquelles les poussettes sont dans la rue, les vélos sont dans la rue, on n'attache rien parce que c'est safe. Mais un jour, on passait une ruelle comme ça en se rendant à la Skytree, la fameuse grande tour de Tokyo. Et on prend une petite ruelle et là, on aperçoit une petite maison toute encastrée, parce que les maisons sont souvent très étroites et assez hautes, fleuries. Et donc mon épouse, elle s'arrête avec son appareil photo, et puis parce que c'était magnifique, c'était très beau. Et là, pendant qu'elle prenait les photos, on voit une petite dame qui revient avec son sac de course, qui revenait du petit combini du coin. Et donc quand mon épouse voit la dame arriver, elle arrête de prendre la photo en se disant « Aïe ». Et donc la dame s'approche, lui dit « Vous prenez ma maison en photo ?» Alors, un peu en japonais, je lui parle un petit peu, donc je comprends un petit peu, et puis on comprend avec les gestes, avec l'intonation. Alors mon épouse dit « Oui, oui ». Et elle s'incline, elle dit « Merci de trouver ma maison jolie, et venez ». Et donc elle est venue, lui a montré qu'elle avait des fraises dans les pots, et dans les... Donc il y a une bienveillance à toute épreuve, et ça c'est assez fou à vivre. C'est un détail, mais... Ah mais ça résume beaucoup de choses. C'est ça. Il faut être sensible à ça, par contre, aux détails. Moi, il y a des détails, j'ai vu des échanges de regards dans le métro où je me dis, mais tout ce qui passe. Alors qu'ils se disent pas un mot. Et pareil au karaté. Tout ce qui passe alors qu'il n'y a pas un mot. C'est... Voilà, l'invisible, presque concret. De l'invisible concret, j'ai envie de dire. Et ça, c'est assez fort. Parce que ça, c'est un point qui soulignait aussi Ethan, qu'on a reçu dans le podcast, qui parlait du Japon. Il disait que dans les métros, personne n'allait se parler. Et que, ouais, il se passait beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses. Mais en même temps, il se passait beaucoup de choses de safe. C'est ça. Et il y a il y a cette espèce de rapport à l'autre. C'est-à-dire que ignorer l'autre est une marque de respect. En fait, on se parle pas parce qu'on n'a rien à se dire, on se parle pas parce qu'on respecte le cercle privé de l'autre, la sphère privée de l'autre. Mais par contre, s'il y a besoin, on intervient. S'il y a un échange, on intervient. Et cet échange est bienveillant. Parce qu'il se fait par le salut, il se fait par l'échange de regards, il se fait par... Et donc, effectivement, ça, c'est assez étrange au début. Puis après, on joue le jeu parce qu'on est immergé dans la chose. Et moi, ce qui m'a marqué, ce que je disais tout à l'heure, c'est de comprendre à quel point, en fait, ça, c'est important dans le karaté-do. À quel point c'est important. Et je l'avais pas perçu avant de le vivre. Et alors, le Japon, on a souvent des belles images, des belles photos, mais l'invisible, il est encore plus beau. On peut pas... Déjà, pour moi, c'est très compliqué de l'exprimer avec des mots. L'exprimer en images, c'est impossible. Impossible. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ces valeurs-là, pour en venir au karaté, je pense que les valeurs déjà de bienveillance d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue physique. Le karaté, un bon karatéka, je le dis souvent en plaisantant, mais je dis un bon karatéka, c'est un karatéka âgé. Et qui a traversé une vie de karaté. Parce que il a fait tout en conscience, il a fait tout en respect. Et il a vaincu le seul véritable adversaire, c'est très cliché ce que je vais dire, mais quand on a un combat entre deux personnes, le combat il est immédiatement déséquilibré. Parce qu'on fait pas le même poids, on fait pas la même taille, on n'a pas la même allonge, on n'a pas les mêmes années de pratique. La seule personne qui est notre égale, c'est nous. Parce que la seule personne, moi, dans cette pièce qui fait ma taille, mon poids, qui a mon expérience du karaté, c'est moi. Mais l'affrontement, il se fait entre le moi qui rentre dans le dojo,
et le moi qui sort. Et là, est-ce que j'ai évolué? Si j'ai évolué, oui, c'est bon, j'ai progressé, j'ai arpenté ma voie, petit à petit. C'est pas par rapport aux autres, c'est pas d'être champion par rapport aux autres. Tout à l'heure, quand on parlait du karaté olympique, avec tout le respect que j'ai pour le karaté sportif, mais le karaté sportif, c'est une confrontation à l'autre. Donc ça, c'est valable, je pense, un temps. Mais à un moment donné, est-ce que par rapport à moi... Mais je sais que je prêche des convaincus. Parce que j'ai écouté vos podcasts et je sais ce que vous pensez. Et je sais qu'on est d'accord là-dessus. Parce que dans ce que tu proposes, notamment, Benjamin, au niveau de la préparation physique et tout, je le sais qu'il y a ces notions de bienveillance, de respect et de vieillir. Donc voilà, c'est pour ça que je viens on va dire en ami. Parce que je sais qu'on parle des mêmes choses. À des degrés différents, à des manières différentes, mais fondamentalement c'est la même chose. C'est joliment dit. C'est très très joliment dit. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ça. On va finir avec la question traditionnelle. Oui. Comment tu résumerais en une phrase ou un mot ta philosophie de vie? En un mot? Un mot ou une phrase? Ça serait chercher à être meilleur. À être meilleur. Pas le meilleur. Chercher à être meilleur. S'améliorer tous les jours. Voilà. Chercher à s'améliorer tous les jours. Ok. Voilà. Super. Masterclass. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez kiffé. Nous, en tout cas, on a passé un super moment. Et je vous dis à dans 15 jours avec les fameux. Bonne journée tout le monde. Comme dans le karaté. Là, tu vois, si je tape ici, il y a une petite faiblesse. Ça va pour le dos? Oui, tu me dis. Hein. Ouais. Voilà. Recommence encore. Voilà, tu sais ce qui va t'arriver, je vais te faire la même chose. Voilà, relâche, c'est bon. Hop. Voilà. Il y a quand même encore une petite... Tu as senti un petit recul. Ok. Alors on va faire un truc tout bête. Mais tout bête. C'est que tu bouges pas cette main. Voilà. Tu la mets dans ton alignement. Voilà. Et avec cette main, là, tu l'attends. Tu sors un doigt. L'index. Tu bouges plus. Je reste comme ça? Tu restes comme ça. Voilà. Alors, ouais, mais il sait. Et là, tu tiens plus. Okay. Tu focalises l'énergie, tu la centralises sur le point. D'accord? Oui, même au niveau du transverse, je sens. C'est ça. Toi, en plus, tu connais. Au niveau du transverse et tout. Voilà. Mais là, il y a un truc, tu vois, qui fait que... Alors après, ça peut être sur de la respiration. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais travailler quelqu'un sur des coups de poing basiques, etc. Et puis tu travailles sur une respiration avant. Tu dis, voilà, grande inspiration. Expiration sur un salut. Un yoï. Ici, et tu fais frapper. Après la respiration, c'est pareil. Tu ancres et la personne ne bouge plus. Là, c'était un exemple parce qu'on a fait avec le doigt, on a fait tout à l'heure avec Gaëtan, j'ai fait lequel je t'ai fait déjà? L'ancrage. L'ancrage, voilà. Donc, il y en a plein. Il y en a un aussi tout simple, mais ça,